There's no bad conditions. There's only weakness. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport où j'y consacre tout mon temps, c'est un mode de vie. Salut à tous et bienvenue dans la Grimposphère. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le 6e épisode du podcast. Oui. Lors du dernier épisode, on a découvert l'univers peu connu du commentaire sportif avec Remix. Et aujourd'hui, on va explorer un nouvel univers, le monde des médias spécialisés en escalade. Et pour ça, on a invité au micro un entrepreneur au parcours passionnant, le fondateur du média indépendant avant-gardiste Vertige Média. On accueille Pierre-Gaël Pasquiou. Salut Pierre-Gaël. Salut la Grimposphère. Comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, ça va très bien. Je m'appelle Pierre-Gaël, j'ai 38 ans, je suis papa de 2 petits garçons et je suis fondateur et rédacteur en chef de Vertige Média. Mhm. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours jusqu'à Vertige Média, justement? Ouais, carrément. Je vais peut-être pas commencer par ma naissance, mais Ouais. j'ai Non, un peu moins de peut-être pas. souvenirs. Peut-être à l'origine, moi je suis de formation hôtelière. Donc j'ai gravi dans un univers qui était plutôt celui de l'hôtellerie et du tourisme. Un peu par hasard, je me suis retrouvé en sortant de mes études dans l'univers des RH, du recrutement. D'abord pour une toute petite start-up qui faisait des outils de multidiffusion, qui est une boîte qui a super bien fonctionné, qui a un gros succès aujourd'hui dans les startups françaises. Ça a été racheté par un gros acteur qui s'appelle SAP. Suite à ça, j'ai rejoint une boîte qui faisait du conseil et de l'événementiel en recrutement toujours. Et dans le cadre de cette entreprise, j'ai rencontré un peu par hasard 2 gars qui travaillaient sur un projet qui à l'époque avait un tout autre nom d'ailleurs, et qui m'ont proposé de les rejoindre. Et du coup, je participe au lancement d'une société qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est un média dédié à l'emploi. Donc dès le départ, on avait justement aussi ce prisme-là de dire on va positionner notre service sur quelque chose qui est très axé autour du média. Et donc j'ai fait ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé au début sur ce volet-là, sur la partie média. Très rapidement, je me suis concentré sur la partie commerciale. Et j'ai construit du coup toute l'équipe commerciale, donc une petite centaine de commerciaux pour Welcome to the Jungle, donc pour aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux marchés, etc. J'ai fait ça pendant quasiment 10 ans. Au bout de 10 ans, c'est vraiment le type de structure où c'est vraiment les startups un peu classiques, où on a différentes levées de fonds, où on a des ambitions de croissance qui sont super fortes. Au bout de 10 ans, moi j'étais un peu fatigué. Ça devenait un peu compliqué pour moi de continuer à donner autant d'énergie dans ce projet-là. Et concrètement, j'avais un peu envie de faire autre chose, quoi. D'abord, je me suis... Alors pour info, moi à cette époque-là, donc, je faisais pas d'escalade. D'ailleurs, ces 10 années-là, je faisais même pas de sport, quoi. C'est-à-dire que j'étais vraiment concentré pleinement à travailler sur Welcome to Jungle, et quand j'avais du temps, c'était pour ma famille, mes enfants, et donc du coup très peu de temps finalement pour moi, et en particulier pour le sport. Pendant la période où du coup j'ai décidé de partir de Welcome to Jungle, j'ai un peu par hasard découvert l'escalade. En fait, concrètement, il y a une salle d'escalade qui a ouvert juste en bas de chez moi. Et moi j'étais d'abord curieux parce que il se passait un truc à la porte d'à côté, donc je suis allé voir. Et en rentrant dans cette salle, on m'a demandé du coup si j'avais déjà grimpé. J'ai dit non, on m'a donné un baudrier et des chaussons. On m'a dit tiens, va essayer, quoi. Je dis vas-y, go. Et il s'avère qu'en fait, j'ai adoré. Alors la particularité de cette salle d'escalade, c'est qu'elle est équipée 100% d'auto-enrouleurs. Et donc du coup, ça permettait à quelqu'un comme moi qui connaissait absolument pas la pratique de pratiquer en sécurité avec une formation qui est assez réduite, quoi. Et c'est vrai que ce que moi j'ai tout de suite apprécié dans cette démarche-là, c'était... en fait, c'est quand même un des rares sports où si tu penses à autre chose, tu tombes. Ouais. Et donc, moi, ça m'a branché bien, puisque c'était vraiment une époque où j'avais besoin d'arriver à déconnecter en fait, de mes problématiques professionnelles du quotidien. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé dans l'escalade. J'adore. Et jamais ressorti. Non, j'avais ressorti, ouais. Et... Un de plus. Oui. Tomber dans le gouffre. Ok. Et au final, donc, c'est un peu plus tard, en parallèle du coup de la volonté de partir de Welcome to the Jungle, que t'es venue l'idée de Vertige Média. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment est-ce que tu l'as créé, d'où te vient cette idée? Ouais, carrément. En fait,
moi, quand je m'intéresse à quelque chose, je le fais de manière assez poussée. Je pense que c'est un trouble autistique, hein, mais c'est-à-dire que je ne fais plus que ça. Ouais. Et donc, du coup, quand je me suis intéressé à l'escalade, d'abord, je me suis intéressé à la multiplicité des facettes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, je me suis dit, tiens, je vais essayer le bloc. Ok, bah c'est cool. Bon, assez vite, je me suis rendu compte que je me blessais quand même beaucoup plus vite au bloc en faisant de la difficulté. Surtout, j'ai commencé à aller dehors, quoi. C'est-à-dire que très rapidement, ça s'est fait complètement par hasard. Un copain de copain dans une salle d'escalade qui me dit, tiens, moi j'aimerais bien aller dans les Calanques à Marseille. Bon, moi j'avais noté que visiblement les Calanques c'était un truc trop cool et que les grimpeurs voulaient tous le faire ou l'avaient déjà tous fait. Donc quand il a dit ça, j'ai dit, bah moi je suis chaud. On y va. Ouais. Et du coup, on a organisé ça ensemble. On est parti à Marseille pendant 3 jours. On a grimpé non-stop pendant 3 jours ensemble. Donc, j'ai appris à clipper mes premières dégaines, faire mes manips en tête. Et du coup, on a aussi fait un peu de grande voix, etc. Donc, c'était tout de suite assez complet. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. En fait, je veux continuer à aller dehors. Et donc, là, j'ai commencé à enchaîner. Du coup, alors partout où j'allais, j'avais ma corde, mes chaussons, mon baudrier. Très vite, ma femme m'a rejoint à l'escalade, ce qui est assez pratique d'ailleurs quand on fait de la voix. Carrément. Mais trop cool, elle s'est vachement intéressée à la pratique. Et donc, du coup, on a pu faire ça ensemble. Et du coup, dès qu'on bougeait quelque part, on allait voir mes parents en Bretagne. Du coup, on trouvait des voies. J'allais voir ma famille en Lorraine, on trouvait des voies. Très vite, je suis allé sur Camp to Camp pour trouver des partenaires de grimpe parce que du coup, ma femme, elle a un travail aussi et d'autres centres d'intérêt. Et en fait, assez vite, du coup, j'ai rencontré plein de gens, etc. comme ça. Et en parallèle, je commençais à vachement me documenter, à lire ce qui existait sur Internet déjà, regarder un petit peu les médias. Très vite, j'ai découvert Grimper Magazine. Après, j'ai commencé à regarder justement ce qui se faisait en termes de podcast. J'ai regardé ce qui se faisait aussi en dehors de la France. Et j'ai lu alors les éditions Paulsen et Guérin, ça a été une grande passion. J'ai mis un sacré budget, je pense, dans leurs livres à l'époque. Mais effectivement, j'ai commencé vraiment à consommer énormément de contenu de manière assez boulimique. Et très vite, je me suis dit, mais c'est dommage. En fait, il se passe plein de choses autour de l'escalade, il y a plein de choses à raconter. Et j'ai l'impression qu'on parle quand même souvent de la même chose. C'est-à-dire que dans les médias, très vite, on est sur des sujets de performance, on est sur des sujets de compétition. Et finalement, tout le volet qui, moi, me passionnait, qui était les bénéfices que ça pouvait apporter et tout le volet bien-être, en fait, que l'escalade pouvait apporter, et à plus forte raison, d'ailleurs, à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas fait de sport depuis 10 ans et je prenais du plaisir et j'allais grimper dehors, etc. Ça, je trouvais qu'on le retrouvait pas trop. Et donc, je me suis dit, go, quoi. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais lancer un média, du coup, spécialisé sur l'escalade. Et avec cette tagline, du coup, Vertige Média, la tagline, là, sous le logo, c'est marqué « La Nouvelle Grimpe », qui est vraiment là pour, effectivement, rappeler ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que notre ligne éditoriale, alors évidemment, on va parler potentiellement de certaines compétitions qui sont importantes, de certaines performances qui sont importantes. Mais au quotidien, on essaie vraiment d'aller plutôt apporter du contenu autour de comment l'escalade impacte la vie des gens, quoi. Et du coup, c'est comme ça que tu te différencies un peu des autres médias spécialisés comme Grimper Magazine, qui a aussi un site en ligne, Planète Grimpe, qui est aussi un des autres acteurs. Il y a aussi Bloc Corp, qui est plus sur les réseaux sociaux. Toi, tu t'es dit, je vais prendre plutôt en ligne et faire plutôt Nouvelle Grimpe, enjeux un peu sociétaux et moins performance, moins athlète, etc. Ouais, en fait, il y a un mélange de plein de trucs. C'est que déjà, moi, en tant que nouveau dans le secteur, il faut quand même imaginer que du coup, je lance un média sur l'escalade alors que finalement, ça faisait quelques mois que je faisais de l'escalade quand même. Déjà, il y avait un sujet de légitimité, c'est-à-dire que moi, j'étais assez convaincu que ce qui était proposé sur le marché était pertinent. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai le dernier grimpé de juillet-août qui est sur mon canapé, que j'ai déjà épluché en long, en large. Quand je veux avoir des résultats de compétition, je vais sur Planète Grimpe. Quand je veux des interviews, je vais regarder sur le compte Instagram de Bloc Corp. Ces choses-là, en fait, elles sont pertinentes et je les consommais. Donc, mon objectif n'était pas de dire je vais faire mieux, parce que déjà, je pense que clairement, je n'aurais pas fait mieux. Mais surtout, qu'est-ce que je peux apporter en plus avec ce que moi, je sais faire et avec le regard que j'ai, moi, en fait, sur cet univers-là. Donc, je pense que le média en ligne, alors maintenant, forcément, je fais aussi plein de choses sur Instagram, etc. Parce que de toute façon, l'univers du média fait que, en fait, on est actuel. En tout cas, on est obligé, en fait, d'aller aussi sur ces canaux-là pour se faire connaître et faire en sorte que, du coup, la marque, elle soit identifiée. Mais effectivement, ce que je savais faire et ce que j'aimais faire, c'était écrire et tout ce volet du coup éditorial en ligne. C'était un sujet qui m'intéressait, sur lequel j'avais déjà travaillé. Alors, je n'en ai pas parlé dans mon parcours, mais
quand j'étais plus jeune, j'avais lancé c'était l'époque du 2.0, mais j'avais lancé un blog qui s'appelait Les Gourmands 2.0, qui était de l'actu un peu geek autour de la bouffe, donc qui était assez cohérente avec le fait que je venais d'une école hôtelière à la base. Donc ça, c'était un truc qui avait bien fonctionné. À l'époque, je l'avais revendu à une agence. Ensuite, on avait travaillé avec deux étudiants de Grenoble. On avait lancé un site qui s'appelait école2commerce.com, qui avait pour vocation à aider les étudiants en admission parallèle à rentrer en école de commerce. Parce que c'est un univers où en fait finalement les gens connaissent assez peu les écoles et n'ont pas forcément les codes et tout, donc l'idée c'était de le faire derrière ce site qui du coup très rapidement est devenu un média. Donc c'était des choses sur lesquelles moi j'avais déjà travaillé, on l'avait fait sur Welcome to Jungle, etc. Mais le média et écrire c'était quelque chose que je savais faire, que j'aimais faire. Donc c'est ça que j'ai voulu apporter, qui était plutôt de dire je vais apporter une brique en plus et ce que je considère être la brique manquante en fait du marché, quoi. Ouais, tu avais déjà des compétences en fait avant même de lancer ce média. Au final, est-ce que tu savais déjà un peu les sujets qui t'intéressaient, que tu souhaitais aborder dans tes divers articles qui allaient venir en te lançant ? J'avais une idée assez large. Après, moi, j'ai un peu ce truc où je fais d'abord et je réfléchis après, ce qui peut être dangereux en escalade. Mais du coup, dans la vie professionnelle, ça peut fonctionner. Et c'est vrai que, comme quand je suis allé dans les calanques, je ne me suis pas trop posé la question. C'est-à-dire que, du coup, le soir, dans le Airbnb, mon pote, il m'a quand même formé à faire les manips de haute voix sur un porte-manteau parce que je ne savais pas faire, quoi. Mais effectivement, je me suis posé la question après, quoi. On y va et après, je vois un peu les enjeux. C'est un peu la même chose pour Vertige Media. J'y suis allé et je me suis dit, on verra bien, quoi. Et de la même façon, d'ailleurs, quand tu travailles un blog, une voix ou quoi, tu fais un peu la même chose. Hein. Tu ne sais pas exactement, tu essayes de regarder un peu plus ou moins et tu verras bien et tu vas tester des choses. J'ai fait la même chose avec Vertige Media. C'est-à-dire que j'avais une idée plus ou moins globale de ce que je voulais faire. Après, ce que j'allais écrire au quotidien, ce que j'allais en faire au quotidien, etc., absolument pas. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, la première marque, donc Vertige Media, avait eu un autre nom avant. Je l'ai pondu en 2 heures de discussion. On était allongés, en train de discuter avec ma femme et je lui ai dit, il faut avoir un nom. Hop, ok, oui, ça me paraît bien. J'ai acheté le nom de domaine, publié le site. Il n'y avait rien, mais du coup, on y va, quoi. Et puis voilà, on verra. Bon, en l'occurrence, ça s'appelle Vertige Media depuis. Donc, des fois, ça a du bon quand même de prendre un peu de recul et de réfléchir un peu avant. Mais ouais, je fonctionne plutôt comme ça et j'ai fonctionné comme ça pour Vertige Media. D'ailleurs, tout le monde me demande toujours si j'ai des projets pour demain. En réalité, moi, j'ai vachement de mal à faire ce truc-là. C'est-à-dire que souvent, mes projets, ils sont pour dans 24 heures, quoi. C'est-à-dire que si j'ai une idée, j'ai envie de le lancer demain, quoi. Là, j'ai une idée d'article que je voulais faire. Mais ce serait quand même plus intelligent de le sortir plutôt fin juillet, début août, ce qui n'est pas très loin en soi. Du coup, c'est un effort pour moi, quoi. C'est de me dire, non, tu ne fais pas ça maintenant, tu as d'autres priorités, etc. Je comprends. Pas forcément évident. Et tu disais tout à l'heure que tu avais regardé un peu ce qui existait à l'étranger. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence un peu entre les médias spécialisés en escalade en France et ailleurs, genre aux États-Unis, en Angleterre ou autres pays ? Ouais, je pense que si on regarde les deux marchés que je trouve les plus intéressants, alors déjà parce que je suis capable de lire ce qu'ils écrivent, mais même au-delà de ça, je parle aussi espagnol par exemple, mais je trouve que le marché espagnol, il est encore un cran avant la France pour le coup sur ces sujets. Par contre, le marché anglais est super intéressant. C'est UK Climbing qui est vraiment le média incontournable en Angleterre. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il en existe d'autres, mais il est tellement fort, quoi. C'est-à-dire qu'il prend une place tellement importante. Il y a même le forum et tout. Enfin, il y a la fusion de Camp to Camp avec un média ultra puissant, etc., qui fonctionne bien. Alors, il n'est pas de dernière jeunesse en termes de design, etc., mais en fait, il est ultra complet, tout le monde le connaît, etc. Donc, ils ont une chaîne YouTube, ils font du podcast, ils sont vraiment multicanaux, etc. Donc, pour moi, c'est super intéressant de regarder ce qu'ils font. Aux US, pour le coup, le marché, il est beaucoup plus éclaté. Après, il faut quand même imaginer que les États-Unis, en termes de taille de marché, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, clairement, pour l'escalade, mais aussi pour n'importe quoi d'autre. Hein, en termes on est sur une équivalence en termes de nombre d'habitants qui n'a rien à voir avec le marché français. Et donc, nécessairement, sur les sujets de l'escalade, de la même façon. Donc, le marché, il est plus éclaté, mais c'est aussi ultra intéressant parce que il apporte en fait des spécificités qui sont très différentes. Il va s'adapter vraiment à des spécificités ultra différentes, que ce soit sur l'univers du podcast, que ce soit sur le média éditorial, que ce soit sur le print, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup, ça, c'est ultra riche.
Moi, j'adore regarder ce qui se fait parce qu'on a l'impression que... Enfin, en tout cas, je trouve que quand tu lis tous ces médias-là, tu te dis, mais c'est illimité le nombre de thématiques potentielles, quoi. Oui. Et les États-Unis, pour le coup, ce sujet de mettre en avant le bien-être de l'escalade, etc., il y en a plein d'autres qui le font, quoi. C'est un truc qui est déjà traité. Et il y a des gens qui sont très spécialisés sur les sujets de performance, de compétition, etc., quoi. Ouais. Et puis il y a aussi, par exemple, Epic TV, je ne sais pas si c'est américain ou anglais, mais eux, ils font du contenu quotidien, des vidéos tous les jours. C'est impressionnant aussi. Ouais. Après, il faut imaginer que quand tu as un marché qui est plus grand comme ça et aussi qui est en fait de maturité économique qui est plus importante, c'est aussi des canaux qui arrivent à se financer, quoi. C'est aussi lié à ça, c'est-à-dire que nous, on a une maturité sur le marché français qui n'est pas du tout la même, quoi. Donc ouais, il y a de l'argent en fait. Oui. Et donc du coup, à partir du moment où tu as plein d'acteurs, et d'ailleurs pour tout, qui font des prises, qui font des chaussons, qui font du matos, qui font des vêtements, etc., bah forcément en fait, ça permet en fait à plein de créateurs de contenu de vivre et de se développer et du coup de créer de plus en plus de contenu de qualité, quoi. Ce qui est moins le cas du marché français pour le coup. On a moins d'acteurs. Et les acteurs qui sont en place, effectivement, je pense qu'ils ont plus de mal. C'est plus compliqué d'aller chercher des contrats, d'aller trouver des marques, etc. C'est un marché qui est moins mature, quoi. Mais t'en as un peu parlé du coup précédemment. Tes idées viennent un peu au jour le jour, j'ai l'impression. J'anticipe un peu quand même. Il y a des sujets quand même où je prends un peu de recul quand même. Mais oui, sur l'édito, il y a beaucoup de choses qui viennent au jour le jour. Ouais. Oui, donc ton contenu sur tes articles est très varié. Tu veux pas parler uniquement de performance, mais tu veux vraiment parler aussi des enjeux de société. D'où te viennent les idées d'articles ? Comment est-ce que, comment s'organise ta ligne éditoriale ? Je pense que le premier truc, j'essaie vraiment de répondre aux questions que moi-même je me pose. C'est-à-dire que si tu prends les premiers articles sur Vertige Media, je pense qu'il y a plein de choses qui sont de l'ordre du conseil parce que c'était des infos que moi je cherchais, quoi. Même sur des sujets de récupération, choisir des chaussons, enfin toutes les questions que moi je me suis posées, du coup à chaque fois, en fait tout le travail de recherche que j'ai fait là-dessus, je me suis du coup vulgarisons-le et mettons-le à disposition. Et après il y a aussi tous les échanges que je peux avoir. Moi, sur des sujets, typiquement, je traite régulièrement de sujets liés à la place de la femme dans l'escalade. Ça, c'est des sujets qui me sont venus à force d'échanger avec les gens, en fait. Et j'en parlais l'autre jour, mais le concept de mansplaining, moi, je l'ai découvert au travers de l'escalade. Ouais. Et du coup, je trouve ça super intéressant de se dire, en fait, on peut parler de sujets de société par le prisme de l'escalade. Et je trouve que ça a vachement plus d'impact parce que du coup, tu vas chercher un sujet qui intéresse quelqu'un et du coup, tu vas l'aider à construire un point de vue ou une réflexion à partir de ce sport. Et typiquement, parler de la place de la femme ou du mansplaining, ou même, on a parlé récemment pas mal de sujets liés à la politique, l'escalade, etc., l'impact de la politique sur l'escalade, etc., c'est super intéressant. Et du coup, quand moi, je vais me poser ce genre de questions ou que je vais avoir ce type d'échange avec des gens ou que je vais rencontrer des gens qui sont pertinents sur ces sujets-là, je vais les écrire. Là, dans quelques jours, je serai présent à Chamonix et à Briançon et il y a des gens, des guides en l'occurrence, qui m'ont contacté en me disant « Ah tiens, j'ai vu que vous aviez fait quelques articles en lien avec la FSGT. Du coup, moi, je suis proche de la FSGT. Il y a des choses que j'aimerais pouvoir te raconter sur notre histoire. Je vais les rencontrer et c'est sûr que de là va sortir des histoires, va sortir des idées d'articles, etc. C'est sûr et certain. Et c'est pour ça que je m'efforce aussi à faire. Tu vois, très tôt, je pense que ça faisait 4 mois que je faisais de l'escalade. Je me suis inscrit à une compétition qui était dans une salle d'escalade privée. Évidemment, je savais que je n'avais aucune chance de remporter quoi que ce soit. En l'occurrence, du coup, c'était une compétition où dès que tu ratais un bloc, t'arrêtais. J'ai fait 3 blocs. Ouais. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était de vivre le truc comme un compétiteur, d'être dans l'ambiance, comprendre comment est-ce que tu prépares, comprendre ce que tu ressens ce jour-là, l'énergie quand tu es de ce côté-là, etc. Donc j'essaie vraiment de multiplier les expériences, quoi. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, cet hiver, on m'avait invité à aller essayer l'escalade sur glace.
j'avais jamais fait d'escalade sur glace, mais je me suis dit génial parce qu'en fait, du coup, d'aller ressentir ce truc-là, de l'essayer, de comprendre les problématiques, de rencontrer les acteurs qui font de ce sport, du coup, ça va me donner des articles. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après, du coup, j'ai développé plein d'idées d'articles qui me sont venues au travers de ça, quoi. L'expérience, les rencontres, au final, sont clés. Et après, je vais faire aussi un truc qui est beaucoup plus classique dans le métier de la communication et du journalisme, c'est de la veille. C'est-à-dire qu'en fait, tous les sites que j'ai repérés comme pertinents aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne et en France, forcément, je vais lire ce qui est écrit. Et en plus, je trouve ça toujours... moi, j'apprécie vachement les équipes de Grimper Magazine, là, de Nivéal. Je trouve ça toujours sympa que quand il y a un article qui m'a plu, d'envoyer un petit message, soit au rédacteur en chef, soit à la personne qui a écrit l'article, si je l'ai identifié, pour lui faire mon retour sur l'article, lui dire ce que j'ai apprécié, etc. Je trouve que ça apporte toujours de la valeur. Mais du coup, en tout cas, ça vient nourrir forcément les idées, quoi, de regarder. Et d'ailleurs, c'est important moi, je fais cette veille-là aussi pour éviter de faire la même chose que tout le monde, quoi. Il y a des sujets où je me dis, oui, j'en aurais bien parlé, mais en fait... je sais pas, en France, tout le monde en a déjà parlé, ou aux États-Unis, ça a été vu et revu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en parler, quoi? Après, c'est intéressant d'apporter d'autres points de vue sur des sujets qui ont déjà été abordés. Voir qu'est-ce qui est intéressant de rajouter, ou qu'est-ce qui n'a pas été forcément mis en avant. Ouais, je suis d'accord. Après, quand tu as un jeune média, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, les gens, ce qu'ils regardent, c'est d'abord l'emballage, quoi. C'est-à-dire que, en fait, si ils vont lire le titre, en fait, potentiellement, ils vont lire le titre de ton article, mais ils vont pas forcément lire l'article. Donc, si tu adresses une thématique qui a déjà été abordée, il y a quand même de fortes chances que ton article ne soit pas lu, parce qu'ils l'auront déjà lu 100 fois. Ils vont pas forcément se dire, tiens, je vais avoir un autre point de vue. Donc, l'idée de ce que je cherche à faire aujourd'hui, et je pense de plus en plus, de moins en moins, on aura besoin d'être dans cette démarche-là sur Vertige Média, mais c'est aussi d'aller chercher des thématiques qui ne sont pas encore abordées, parce que c'est ce qui va interpeller les gens, c'est ce qui vont faire qu'ils vont aller lire les articles, et c'est ce qui va faire qu'ils vont s'intéresser à Vertige Média, et que potentiellement, du coup, on pourra leur apporter d'autres contenus, quoi. C'est vrai. C'est vrai, oui. Et tu as récemment dit sur LinkedIn, tu as fêté ton premier anniversaire de Vertige Média, tu as publié près de 500 articles. Combien ça représente d'articles par semaine, par mois, par jour? Est-ce que tu t'étais fixé un peu des objectifs, ou juste, comme tu dis, tu as fait un peu au fur et à mesure, et puis là, t'en es à 500, quoi? Non, donc effectivement, ça y est, donc ça fait 1 an. Et là, j'ai regardé, merci. Ouais. J'ai regardé ce matin, ça y est, on a dépassé le seuil des 500 articles sur Vertige Média. Je pense qu'il y a différentes choses. Déjà, il y a des enjeux en termes de référencement qui font que plus tu produis du contenu, plus tu as de chances d'être bien référencé. Donc, en fait, ça pourra faire bondir certains de mes amis journalistes, mais je pense que c'est important de prendre en compte ça. C'est-à-dire de se dire, en fait, si je veux que le média il soit visible, je dois composer avec un certain nombre de règles. Et malheureusement, celles qui sont de Google potentiellement, et celles de Google disent aujourd'hui que plus tu produis contenu, plus tu as des chances d'être référencé. Ouais. Et après, même par exemple dans Google, il y a une section qui s'appelle Google Actualité. Si tu veux être dans Google Actualité, Google considère que pour que tu ailles là-dedans, il faut que depuis X jours, tu aies diffusé minimum 3 articles par jour par X aux auteurs différents, quoi. Ah oui. On n'a jamais évidemment la formule exacte du truc, mais on connaît un peu les détails de ça. Donc ça, forcément, je l'ai pris en compte. C'est-à-dire que je savais que l'enjeu pour moi, il était d'arriver à créer du contenu rapidement et à en publier énormément. Au début, je crois que au tout début, je publiais un article tous les 2 jours. Ensuite, je suis passé à 5 articles par semaine, du lundi au vendredi, un par jour. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit tourner à 2-3 articles du coup par jour. Ce qui se passe, c'est que déjà, moi, j'écris beaucoup plus vite qu'avant, parce que forcément, il y a quand même un moment donné où tu apprends à faire les choses plus rapidement. Et aussi, maintenant, je travaille avec d'autres gens. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, il y a des journalistes que je vais pouvoir solliciter sur des thématiques spécifiques en leur disant, il y a tel sujet sur lequel je pense que ça pourrait être pertinent de faire un article. Est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, c'est des articles qui sont rémunérés. Je rémunère des journalistes pour pouvoir, du coup, apporter aussi un autre regard sur Vertige Média. Et après, il y a des gens qui me proposent des sujets aussi.
Et ça, c'est marrant parce que, en fait, je réalise qu'ils sont nombreux à l'envoyer. Il y en a, ils m'envoient des articles comme dire, je l'avais envoyé à Bidule de tel média, mais il n'a jamais voulu publier. Vu la ligne édito de Vertige Média, je me dis que potentiellement, vous aurez envie de prendre ce sujet-là. Ouais. Donc moi, je suis toujours content, évidemment. C'est cool d'être repéré comme celui qui intéresse en tout cas certaines personnes, quoi. Et donc, ouais, il y a des gens qui vont contribuer. Il y a des gens aussi qui... Tu vois, récemment, j'ai publié un article sur Vertige Média sur le dopage, qui n'a pas été écrit par moi, qui a été écrit par un professeur de STAPS à Nancy, si je ne dis pas de bêtises. En fait, comment ça s'est fait, c'est que j'avais écrit du coup un premier article sur le sujet du dopage, et lui m'avait contacté en me disant sujet super intéressant, mais il y a beaucoup plus de choses à dire. Tu as complètement survolé la thématique au travers de ton article. Est-ce qu'on peut échanger ensemble par téléphone? Et donc, évidemment, et du coup, on a échangé ensemble par téléphone. Et à la conclusion de l'échange, je lui dis, t'as raison, en fait, il y a plein d'autres trucs qu'on peut raconter là-dessus. Et ce que tu dis est pertinent, même se remettre les bases et tout. Enfin, il y a des choses, j'ai pas fait le job correctement, quoi. Du coup, ce que je te propose, c'est de l'écrire toi, l'article, et d'en refaire un pour Vertige Média. Bon, il était un peu pris de court, c'est-à-dire que du coup, il s'attendait pas du tout à ce que je lui propose ça, mais il a été super content. Alors, du coup, on l'a écrit ensemble, c'est-à-dire que c'est lui qui est auteur et tout de l'article, évidemment, c'est lui qui a fait 95% du travail. Mais du coup, je l'ai accompagné aussi dans ce processus, c'est-à-dire qu'il m'a fait une V1, je lui ai dit ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'il pouvait retravailler, etc. Et il a fait une V2 qui est d'ailleurs, je pense que ça fait, comme en fait ça s'inscrit dans un processus qui est différent, je pense en plus c'est des articles qui sont de meilleure qualité que ceux du quotidien parce que du coup ça s'inscrit vraiment dans un double regard avec une vraie expertise éditoriale et une vraie expertise sur la thématique, etc. Donc ça fonctionne bien. Donc c'est ça qui alimente le site en fait au quotidien, c'est tout ça. Et à côté de ça, tu fais du coup des formations Instagram, tu fais aussi, on a vu des newsletters. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu proposes comme contenu sur ces différentes plateformes? Pourquoi tu as décidé de créer un compte Instagram qui est hyper actif? Et pourquoi tu fais aussi des newsletters? C'est quoi un peu l'objectif derrière ces contenus-là? La newsletter, c'est vraiment le prolongement direct du site. En fait, la newsletter, elle vient apporter, de manière concrète, c'est une sélection des articles qui ont le mieux fonctionné. Donc, tous les 15 jours, en fait, tu reçois dans ta boîte mail 3 à 4 articles, qui sont les 3-4 articles dans les 15 derniers jours qui ont le plus intéressé le monde. Et donc, du coup, ça vient vraiment dans la logique de dire, si tu n'as pas le temps de venir sur Vertige Média tous les jours, ou une fois de temps en temps, ou que tu vas oublier, inscris-toi à la newsletter, et en fait, dans ta boîte mail, on va t'envoyer cette sélection-là, comme ça, tu rates pas l'essence, en fait, de ce qu'on propose sur Vertige Média. Instagram, c'est encore autre chose, c'est que Instagram, je pense, quels que soient les secteurs d'activité, mais je trouve en plus particulièrement dans l'escalade, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent là. C'est-à-dire que même quand je fais ma veille sur les sujets d'escalade, je vais regarder ce qui se passe sur Instagram. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de l'opération qu'avait fait Sophie Berthe au Master of Fire. Du coup, ceci est un torse, où elle s'était mise avec d'autres femmes torse nu pour grimper, pour dénoncer du coup le manque d'égalité entre les hommes et les femmes. Sur ce sujet, ça c'est quelque chose que j'ai vu sur Instagram en réalité. Et j'ai vu ça sur Instagram, je l'ai contacté et ça m'a permis de faire l'article. Mais d'ailleurs, c'est ce qui avait fait que Vertige Média avait été le premier à en parler, c'est que il y a eu 0 article avant sur Internet et donc c'est grâce à Instagram. Et donc être sur Instagram, c'est essentiel pour ça, déjà parce que tu as besoin de savoir très rapidement ce qui se passe. Et ensuite parce que je pense que sincèrement aujourd'hui, si tu lances un média et que tu n'es pas sur Instagram, tu n'existes pas. Le très gros des articles qui vont être consommés, ils sont consommés parce que soit les gens connaissent en fait la marque parce qu'ils l'ont vu passer sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram, soit parce qu'à un moment donné, on a mis un lien dans la story pour retrouver un article et des gens se sont dit tiens, cet article j'ai envie de le lire, je vais aller regarder. Et c'est important d'avoir en tête que du coup sur Instagram effectivement on va proposer des choses qui sont un peu différentes. On va apporter des contenus. Alors, il y a les articles qu'on va proposer, proposer des extraits, et puis du coup, si les gens ils veulent aller lire l'article, ils vont le lire. Mais il y a aussi effectivement du format vidéo. La stratégie, elle est de dire, on crée des formats courts, là, ce que Instagram met énormément en avant, qui sont les Reels, où quand on va rencontrer les gens, quand on va faire un article, du coup, on va potentiellement faire un certain nombre de plans vidéo qui va résumer, en fait, de manière ultra succincte, l'échange, ce qu'on a appris, de manière à ce que des gens aient envie d'aller... Déjà, ils le connaissent. Comme 80% des gens, comme ça leur permet de connaître. Et après, il y a les 20% qui ont envie d'aller plus loin, qui vont aller lire l'article sur Vertige Média. Et ça, c'est assez cool parce que du coup, ce canal vidéo, il
il fonctionne bien, il permet de créer de la viralité autour de la marque, il permet de communiquer aussi sur d'autres éléments. Il y a des choses qu'on met sur Instagram qu'on ne met pas sur le site, il y a beaucoup de choses qu'on met sur le site qu'on ne met pas sur Instagram, mais c'est une brique supplémentaire qui vient compléter l'écosystème. Et après, c'est vrai que du coup, récemment, on a aussi ouvert le compte TikTok parce qu'on s'est dit, tiens, un certain nombre de vidéos qu'on fait sur Instagram, qu'on met sur Instagram, en fait, elles peuvent carrément répondre au code de TikTok. Et puis du coup, on a aussi mis des choses sur YouTube parce que des fois, on a envie d'enrichir nos articles avec des vidéos. Par exemple, quand on était là, découvrir le nouveau mur pour les JO, on se dit c'est chouette d'avoir, au-delà du format Instagram, un format un peu plus long ou un peu plus détaillé, etc. Donc du coup, c'est des vidéos qu'on va héberger sur YouTube. On va utiliser le format short aussi de YouTube, etc. Donc plus ça va, plus l'idée c'est de s'étaler de toute façon et aussi d'aller voir où est-ce que notre audience, elle nous attend, quoi. Est-ce que, étant donné que tu développes de plus en plus le format vidéo, il y a l'idée quelque part de lancer une chaîne YouTube avec des formats beaucoup plus longs ou pas encore, c'est pas encore d'actualité? Aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien. Je pense que c'est un vrai métier pour le coup. Ouais. Et déjà, quand moi, il a fallu que j'apprenne à faire des Reels. Ouais. Ça a pris un peu de temps, quoi. C'est-à-dire que si tu remontes un peu le feed des Reels de Vertige Media, tu verras qu'il y a des trucs qui sont pas terribles au début. Même d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas exceptionnel, mais ça marche bien, c'est animé, ça répond bien au code et tout. Je me suis vachement amélioré quand même dans ce travail-là. Et je pense que le processus pour créer du contenu long sur YouTube, c'est encore un processus supplémentaire. Moi, quand j'ai créé Vertige Media, je voulais faire ça, je voulais aussi faire du podcast, je voulais tout faire, quoi. Mais dans les faits, il faut quand même un peu rationaliser. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Ouais. Si en plus il faut réapprendre ça, et en plus pour le coup sur la partie vidéo, je pense que il y a des acteurs qui sont très très forts, il y a des acteurs qui sont vraiment très très bons, donc aujourd'hui c'est pas prévu, un jour j'espère qu'on pourra aller vers là, mais je pense que construire une nouvelle audience, parce que il s'agit vraiment de construire une nouvelle audience pour le coup sur YouTube, et je pense que c'est un gros chantier, quoi. Ouais. Nous-mêmes, moi en tout cas de mon côté, on m'a souvent demandé si on allait se lancer sur YouTube, créer un autre type de format pour le podcast. En fait, actuellement, on n'a pas forcément le temps de... Et oui, c'est un métier à part entière. Ça nous demanderait des compétences en plus. Déjà que là, on est en train toujours d'apprendre à bien correctement utiliser en fait, l'ensemble des outils dont on a besoin pour le podcast. Ouais. C'est pas forcément évident. Mais on y a réfléchi, ouais. Et du coup, toi, tu écris des articles sur le site, tu publies sur Instagram, tu fais des newsletters. Je pense que tu travailles aussi avec des marques. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi consiste du coup ton travail de rédacteur, concrètement, au quotidien, et comment tu t'organises ? Je suis assez désorganisé, je pense, mais parce que Surtout si tu fais au jour le jour en fonction de qui t'appelle, exactement, quel événement d'escalade arrive. En général, en fait, dans mon agenda, sur mon ordinateur, j'ai un agenda dans lequel je mets ma to-do de ce que je dois faire dans la semaine, tel jour ou tel jour, et tous les soirs, je retravaille un peu ma to-do pour le lendemain. Je ne fais jamais la moitié de ce que je dois faire dans ma to-do. Ça ne marche jamais. C'est-à-dire que tout ce que je considère qui va prendre une demi-heure ne prend jamais une demi-heure. Ouais. Comme nous avec le podcast. Ouais, même pour tout. Pour toute la vie. Tout. Mais j'essaie vraiment de... Alors, je pense... Moi, j'ai quand même été quasiment 10 ans directeur commercial. Donc, c'est-à-dire que j'ai quand même bien en tête qu'il y a une priorité absolue qui sont mes clients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... j'échange avec une agence, une marque, un réseau de salles, une salle, peu importe, autour d'une proposition commerciale ou qu'on est en train de travailler ensemble sur quelque chose qui a été vendu et qu'il faut être délivré, c'est la priorité absolue. C'est-à-dire que ça, pour le coup, je pense que ça ne changera pas. C'est que je suis assez convaincu que si on veut que Vertige Media, ça soit un projet qui soit viable dans le temps, en fait, je ne peux pas me permettre de jouer les artistes en me disant, en fait... la priorité, c'est ma ligne édito, quoi. Mais en fait, il y a des moments, en fait, il faut que je me concentre là-dessus et non écrire un article là tout de suite, c'est pas le moment. Donc ça, c'est le numéro 1. Après, le numéro 2, effectivement, il est de créer du contenu, pour le coup, éditorial pour Vertige Media. Et le numéro 3, souvent, c'est les contenus pour les réseaux sociaux. Après, en vrai, il y a des phases, quoi. Il y a des moments où je me dis... en fait, comme je suis tout le temps en train de courir un peu après le temps, quoi, il y a un moment où je me dis j'ai pas créé assez de contenu sur le site, j'ai pas créé assez de contenu sur Instagram, et du coup il y a des phases où je vais vraiment me concentrer sur l'un ou sur l'autre, quoi. C'est un peu comme ça que j'organise mes journées. J'essaye
J'ai horreur d'être ultra en retard dans mes échanges de mails, de mettre du temps à répondre aux gens, etc. Donc ça, souvent, malheureusement, c'est sur mon temps le soir, parce qu'en fait, sinon je trouve pas le temps de le faire, donc j'essaye de le faire le soir, et du coup, j'essaye de pas faire subir à mes interlocuteurs le fait que je réponde le soir en programmant les mails pour que ça arrive le lendemain matin. Donc si vous recevez un mail de moi qui est à 8h, en général, c'est qu'il est parti dans la nuit. mais c'est ma manière de m'organiser. Après, j'essaye aussi de garder une priorité, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, je vais grimper tous les jours. Il n'y a pas un jour de la semaine où je ne vais pas grimper. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment donné où je ne veux pas me faire happer par la machine et me réveiller un jour en me disant, mais en fait, à la base, c'est parce que j'aimais grimper, moi, ce truc. Ouais. Je n'arrive vraiment pas à me retrouver dans cette situation. Donc, ce que je fais, c'est que normalement, à 16h30, 18h30, je vais grimper. Bon, du coup, j'ai de la chance, j'ai une salle d'escalade qui est au numéro d'à côté. Après, du coup, je m'occupe de mes enfants, je dois faire à manger, ils vont se coucher, etc. Et potentiellement, ça m'arrive souvent de rebosser du coup derrière. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait ces 2 heures dans la journée. Et tant pis si je dois sauter le déjeuner, tant pis, je vais aller grimper, quoi. C'est-à-dire que normalement, à 16h30, je suis à la salle d'escalade. Et le vendredi, alors quand il fait beau, pas toujours, mais du coup, là, je peux même assez régulièrement cramer une journée entière s'il faut. Je me rattrape le week-end, etc. Mais pour aller grimper dehors, quoi. J'essaie vraiment de faire en sorte que ce truc-là, il reste dans le quotidien, quoi. Je pense que c'est super important, déjà parce que en fait, je rencontre plein de gens, quoi. C'est quand même un espace en termes de sociabilisation qui est quand même ultra fort, quoi. Je rencontre tout le temps plein de gens, il y a plein d'histoires, etc. qui sont intéressantes à raconter. Et ensuite parce que j'ai envie de continuer à grimper. Et je pense que la légitimité de Vertige Média, elle passe aussi par le fait que moi, je fais ce process-là. Je travaille à m'améliorer en escalade. Je vois en quoi ça consiste. Je teste différentes salles. Je vais dehors. Je vais sur des pratiques un peu différentes. Là, j'ai vu qu'à Chamonix, on pourra tester l'escalade de vitesse. Je n'ai jamais testé l'escalade de vitesse. C'est le moment. Bon courage. Je crois que c'est à Chamonix la première fois que j'ai fait de la vitesse aussi. Moi, c'était au club il y a très très longtemps et j'ai trouvé ça très dur. Ça blague zéro, là, votre vitesse, quand on fait pas de la vitesse. Ouais, bien sûr. Ouais, j'imagine bien. Je crois que c'est 6B, c'est ça? 6B, ouais. Avec un bon jeté au milieu, quand même. Ouais. Je suis intéressé de tester ça. Mais oui, et du coup, effectivement, pareil, là, je me suis inscrit. Alors, ça y est, j'ai été tiré au sort parce que du coup, on ne sait jamais. En France, à Paris, les clubs, ils sont vachement demandés. Et du coup, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais du coup, on n'est jamais trop sûr d'avoir une place. Mais du coup, je suis inscrit dans un club aussi, donc qui va me permettre aussi d'aller voir ce volet-là. Quoi. Très chouette. Je trouve que la vie en club, la vie associative en club rajoute vraiment quelque chose en plus à la pratique. En tout cas, nous, sur le cours qu'on a dans le club de l'USBI, il y a une ambiance incroyable entre tout le monde et qu'on peut retrouver en salle. Mais étant donné que c'est le même groupe sur 2 séances par semaine dans le club et qu'on se retrouve sur les compétitions, ça crée vraiment une émulsion qui est hyper chouette. Une émulsion, ouais. Ouais, une petite... J'ai plus le mot, mince. Une émulation. Une émulation. Oups. Il y a ça, et c'est vrai que... Puis moi, c'est important, en l'occurrence, c'est Sim 19, du coup, qui est un club de la FSJT. Ça m'arrive régulièrement de traiter de ce sujet-là, justement comment la FSJT a été l'initiative de l'escalade en France, etc. Il y a aussi un moment donné où moi je passe mes journées dans des salles d'escalade privées où je me dis sois un peu cohérent mon pote, quoi. Enfin, du coup si c'est génial, vas-y, quoi. Et du coup c'est ce qui fait que, en tout cas, ça, pour répondre à ta question, ce truc-là pour moi c'est important de rester dans le réel et dans la vie quotidienne de l'escalade aussi, quoi. Au-delà de créer du contenu et de rentrer dans ta roue et de plus savoir ce qui se passe autour, quoi. C'est un peu ton devoir en tant que... Ouais, et puis en vrai, c'est ce qui me nourrit. Oui. En vrai, c'est ce qui me nourrit. Si je faisais que du contenu et des photos et des articles toute la journée, je pense que j'en aurais marre. En tout cas, tu as trouvé un rythme qui te correspond et c'est important, Ouais, carrément. Du coup, on disait que Vertige Média a 1 an. Quel bilan tu tires de cette première année et quelles ont été un peu les étapes importantes qui t'ont marqué, que tu as retenu, un peu les étapes petit à petit qui ont construit Vertige? Je pense qu'une des étapes qui m'a le plus marqué, c'est... Il y a toujours cette phase au début où...
Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de timide. C'est-à-dire que du coup, dans les 5 premières minutes où quelqu'un me parle à la salle, je vais lui parler de Vertige Média. Ça va très vite. C'est comme ça que je vais chercher mes followers sur Instagram. Il faut. Mais il y a vraiment eu cette étape où, à un moment donné, je demandais aux gens, tu connais pas Vertige Média? Je savais très bien qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Évidemment, il y avait que ma mère, ma femme et mes enfants qui connaissaient. Et il y a vraiment eu ce point de bascule où maintenant les gens me disent, je connais. Ouais. Non, mais je suis déjà abonné, je connais, machin. Et ça, c'est vraiment très cool. Parce que tu te dis, ça y est, quoi, je commence à avoir de l'impact, les gens connaissent, etc. Donc je pense que ça a été une étape qui était importante. Dans les autres étapes qui ont été importantes, je pense qu'au début, au tout début de Vertige Média, je me disais, mais c'est pas possible, personne m'envoie de communiqué de presse et tout. Pas que j'ai envie de publier des communiqués de presse sur Vertige Média, mais genre, je suis pas identifié, du coup, je rate des infos, il y a des événements, des choses, je sais pas ce qui se passe, quoi. Et il y a eu ce moment, bon là, du coup, maintenant, c'est la cata, je reçois tout et n'importe quoi, même des choses qui n'ont strictement rien à voir. Enfin, des fois, je me dis même, mais ils sont sûrs qu'ils veulent me faire un communiqué de presse sur le beurre, là, je vois pas trop le rapport avec Vertige Média. Mais en l'occurrence, il y a eu ce truc-là et qui a fait que j'ai aussi commencé à être invité à des événements. J'ai commencé à être invité à des voyages de presse, etc. Et déjà, indépendamment que c'est des expériences qui sont trop cool, il y a vraiment, tu vois, ce point de bascule où ça y est, en fait, l'impact de ce que tu fais produit en tout cas un truc où des agences, des marques, etc. veulent collaborer avec toi, quoi. Et donc ça, c'est cool. Maintenant aussi, pareil, quand j'échange avec des marques, quand j'échange avec des salles, généralement, c'est plus moi qui vais contacter les gens en leur disant au fait, j'ai un média, est-ce que ça vous dit qu'on discute, etc. Maintenant, ils viennent assez naturellement vers moi. Donc, il y a ce truc-là. Et il y a aussi le point de bascule à un moment donné où j'ai commencé, moi très tôt dans l'histoire de Vertige Média, j'ai réfléchi à comment est-ce que potentiellement ça pouvait être viable. Et vraiment, je pense que c'est pas un gros mot de gagner de l'argent et c'est important que, en fait, ce type de projet, pour qu'il puisse fonctionner durablement, en fait, il faut mettre de l'argent dans la machine. Et moi, je le vois d'ailleurs au quotidien, là, il y a plein de choses qui font que, en fait, j'ai besoin de financement, quoi. Ça peut être tout bête, hein, mais il faut acheter une caméra, vous le savez, il faut acheter des micros. Ouais. Et en fait, tout ça, il y a un moment donné, ça peut pas sortir de manière illimitée de ta poche, quoi, parce qu'en fait, du coup, il faut aussi continuer à manger, il faut continuer à vivre. Moi, j'ai 2 enfants. Et donc je pense que un des points de bascule qui était important, c'est aussi quand j'ai commencé à signer mes premiers contrats. Et ça, c'est vraiment cool. Alors du coup, évidemment, moi j'avais à cœur à chaque fois de faire des choses qui soient de qualité, bon, évidemment pour mon client, mais aussi du coup pour pas que les gens, les lecteurs, la communauté aient l'impression d'être trahis non plus dans ce truc-là. Et ça a été super appréciable parce qu'en fait, je me suis rendu compte assez vite que les contenus que je créais, même quand ils étaient financés, ils avaient les mêmes impacts que ceux qui n'étaient pas financés, quoi. Je me suis dit, c'est cool parce que ça veut dire que j'ai trouvé le moyen de faire du business tout en apportant de la valeur, en fait, aux personnes qui me suivent, quoi, et qui lisent Vertige Média. Donc je pense que ça, c'est des points qui sont importants. Je suis en train de réfléchir à est-ce qu'il y a eu d'autres points, mais non. Si, tout récemment, on a lancé Best Place to Climb, du coup, qui permettait permettre aux gens de voter pour leur salle préférée par région et au niveau national. Ça, c'est marrant parce que, du coup, quand je l'ai lancé, vraiment, il y a des gens qui m'ont contacté en me disant pourquoi tu nous en avais pas parlé, etc. T'as lancé ce truc alors qu'on s'était vu il y a 6 mois. Je fais non, mais détends-toi. En fait, moi, j'ai eu l'idée il y a 1 semaine. Je me suis dit, c'est trop cool, on va le faire et on y va, quoi. Et j'ai été assez impressionné de l'engouement en fait, quand ça a commencé à être repris par les salles, que je voyais le compteur augmenter du nombre de participants, etc. Je me suis dit, mais c'est la folie, en fait. Et en fait, assez vite, on a couvert quasiment toutes les salles de France, enfin, pas toutes, mais quasiment, et des clubs comme des salles d'escalade privées. Il y a eu plus de 15 000 participants. Enfin, c'est un truc, ça m'a complètement dépassé. D'ailleurs, avec du recul, je me suis dit, mais le logo, il aurait pu être mieux, la page, j'aurais pu faire ceci. Si j'avais su, bon, c'est toujours comme ça. Mais bon, j'aurais mis 3 mois à le sortir, donc ce serait toujours pas là. Et après, quand j'ai échangé avec des directeurs de salles, au moment où j'ai remis les prix, là, j'ai vraiment réalisé ce que j'avais fait. C'est-à-dire que, en fait, je me souviens d'un directeur de salle particulièrement qui m'a dit, nous, on a pleuré. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Du coup, là, et c'est vrai que je pense que certainement, ils l'ont rajouté un petit peu, mais
en tout cas, ça avait un vrai impact et ils étaient contents d'avoir un truc qui saluait leur travail, qui reconnaissait que ils avaient une communauté qui était ultra engagée, qui étaient attachés à leur salle, etc. Et du coup, ça, c'est des étapes qui sont trop cool. Encore une fois, c'est toujours le même terme. Hein, c'est quand tu te rends compte de l'impact quoi, que tu peux avoir, ça fait partie des étapes un peu clés. Quoi. Bah, justement, pour toi, c'est quoi ta salle préférée que tu as pu essayer ou une salle à laquelle tu es un peu curieux, du coup, que tu aimerais beaucoup essayer? Moi, j'aime beaucoup de salles. Enfin, j'aime plusieurs salles pour des raisons différentes. Ouais. Je pense que si je devais en choisir qu'une, je serais très malheureux. Ouais, je comprends. Je pense que à Paris, on a vachement l'embarras du choix. Quoi. Si je dois citer, j'avais jamais été dans cette salle et un jour j'ai été invité par un des gars de Blockbuster Courbevoie qui a gagné du coup sur la version Île-de-France. Ouais. Et j'avais été surpris dans cette salle parce que bon, déjà, j'avais adoré. C'est une salle de bloc, mais il y a une sorte de grand couloir où tu peux grimper dans un le tunnel. tunnel, Exactement. Et ça, j'avais trouvé ça trop cool. Je me disais, pour travailler la résie, et puis c'est comme de la voix, mais du coup, à 1 mètre du sol. Et j'avais adoré les échanges. J'avais trouvé que l'ambiance, elle était facile, que j'avais jamais été dans cette salle, et pourtant, j'avais échangé avec plein de gens. Ouais. Un truc, ça m'avait aussi fait ça à Block Coast, là, à Osgore, quand j'avais été vraiment une seule fois, et j'avais rencontré plein de gens. Une salle vraiment que j'adore et je pense qu'elle est aussi liée aux paramètres, c'est-à-dire que quand il fait pas beau le vendredi matin, je vais à Arcos Pantin, ex-Murmure, et moi j'aime bien aller dans cette salle déjà parce que j'y vais avec mon meilleur pote. Je pense que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. En général, après, on se fait un gros resto le midi. Quand je dis gros, c'est qu'on mange beaucoup, quoi. Et du coup, c'est vraiment cool. C'est vraiment le cheat meal de la semaine. On boit du vin et tout. Enfin, là, on fait tous les trucs qu'il ne faudrait pas faire après un entraînement, mais on le fait c'est ce jour-là. Donc, je pense que ça contribue beaucoup. Après, c'est une salle qui est un peu historique aussi. Elle est chargée d'histoire et tout. Et puis, il y a un gros dévers et puis il y a un chalet qui n'a rien à faire là. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est des salles qui ont une ambiance très particulière, un peu old school finalement. Ouais. Qui est vraiment très agréable. Enfin, ouais, moi j'aime bien en tout cas. Après, les salles qui sont beaucoup plus récentes, elles sont aussi très chouettes. Franchement, elles ont un autre esprit qu'elles apportent et qui est aussi très intéressant. Mais ouais, cette ambiance qu'il y a que ça soit du coup à Pantin ou à c'est pas les mêmes populations aussi. Ouais, c'est pas les mêmes populations. Mais tu vois, une autre salle que j'aime beaucoup, c'est Climb Up Aubervilliers. Ouais. C'est un peu, elle est impressionnante. Elle est impressionnante, elle est gigantesque. Mais moi, ce que j'adore à Climb Up Aubervilliers, c'est les gens. Il y a une diversité de gens qui sont dans cette salle qui est extraordinaire et que je trouve qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et du coup, c'est une salle où j'aime bien aller, qui est un peu moins pratique pour moi au quotidien, donc j'y vais moins souvent. Et après, il y a une salle où j'adore aller parce que déjà, en fait, c'est quand même elle qui m'a ouvert les portes de l'escalade, c'est Climbing District à Saint-Lazare. Ouais. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui sont... J'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui étaient assez opposés à cette notion d'auto-enrouleur. Oui, moi par exemple. Non, je suis pas contre. Tant qu'on n'a pas essayé... un peu sceptique. Ouais, voilà, on est un peu réticent. En tout cas, je trouve qu'en point d'entrée à l'escalade, c'est ultra intéressant. Et d'ailleurs, au-delà du point d'entrée... Alors, je pense d'ailleurs que c'est une salle où il y a plein de néo-grimpeurs. Quoi. Oui. Mais du coup, je pense que c'est un catalyseur de nouveaux pratiquants de l'escalade. C'est-à-dire que dans ces gens-là, du coup, moi, il y a plein de gens qui sont devenus des potes avec qui on sort au viaduc des Fauvettes ou à Saint-Vaast ou aux Andelys le vendredi. Et du coup, il a fallu un peu les former, quoi, faire clipper des dégaines, machin, tout ce qu'on veut. Mais c'est des gens qui ont passé le pas, en fait, de sortir de ça. Et après, moi, dans mon quotidien, c'est quand même... ma femme, elle y va 3-4 fois par semaine. J'y vais 5 fois par semaine. Enfin, évidemment, il y a la proximité, mais il y a aussi la praticité, quoi. C'est-à-dire que déjà, nous, on a un certain âge. J'ai 38 ans. C'est-à-dire que si je fais du bloc 5 fois par semaine, du coup, je vais vite être cassé de partout, quoi. À commencer par les genoux et les chevilles. Et je le vois, dès que je vais faire 2-3 séances dans la semaine de bloc, je vais vite avoir mal. Ce qui m'arrive jamais en voix. Et en voix, du coup, même si ça fait partie de la richesse de la pratique d'être à deux, sauf que quand tu veux t'enchaîner un certain nombre de voix sur un créneau horaire qui est précis, en plus, moi, en l'occurrence, pendant que les gens travaillent, entre 16h30 et 18h30, en fait, il n'y a que cette salle qui peut me proposer ça, quoi. Et qui me permet d'enchaîner.
il y a un vieux monsieur là qui vient souvent, qui me dit, c'est un vieux grimpeur, il ne vient que là, et sinon il est chez lui. Et en fait, il a 80 ans, quelque chose comme ça. Et il me dit, bah, moi en fait, il n'y a que cette salle d'escalade où je peux grimper. Et moi, je n'ai pas le droit de prendre de plomb. Bah, ouais. Quelqu'un qui va m'assurer alors que je mets 20 minutes pour faire une voie, il faut se lever tôt pour le trouver, quoi. Et du coup, bah, moi, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, je veux faire du volume, quoi. Ce qui m'entretient physiquement au quotidien, ce qui me permet de travailler ma technique et tout, bah, c'est cette salle en réalité. Et du coup, j'essaie vraiment. Moi, je pars pas de la salle tant que j'ai pas fait 200 mètres. Du coup, bah, je fais mes 200 mètres dans la salle, ma séance de renfo et je rentre. Donc pour ça, elle est cool. Et puis en plus, il y a une certaine expérience avec le fait qu'elle soit dans une ancienne chapelle, etc. C'est une jolie salle aussi, quoi. Mais effectivement, elles sont toutes les salles que j'ai citées. Qui sont les salles que je fréquente régulièrement, elles ont toutes quelque chose de différent, quoi. Donc, je pense que c'est aussi ça la richesse de ce qu'on a, de l'escalade et la chance qu'on a dans des réseaux, enfin en tout cas dans des bassins urbains comme Paris, c'est qu'on a cette richesse-là. Malheureusement, on a un peu moins de falaises du coup. C'est un peu plus pauvre en termes de falaises. C'est pour ça qu'on crée des salles dans des chapelles. Exactement, ouais. Pour grimper en voie. Pour revenir du coup à Vertige Media, donc 1 an plus tard, tu as plus de 5000 abonnés sur Instagram. Comment est-ce que tu vois la suite, même si de ce que j'ai compris, c'est un peu flou encore. Tu parlais donc de commencer à recruter ou en tout cas à faire appel à des journalistes. Comment est-ce que tu vois évoluer Vertige Media ? Ouais, bah, ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je veux maintenir, c'est que dès le départ, je me suis dit en fait 50% du chiffre d'affaires, donc la moitié de chaque contrat qui rentre pour Vertige Media, c'est réalloué auprès de journalistes qui vont créer du contenu sur le site. J'espère qu'un jour, en fait, et j'espère que ce jour ne sera pas trop loin, que des articles que moi je vais écrire sur Vertige Media, ce sera anecdotique. En fait, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller chercher cette multiplicité de voix pour avoir des contenus variés sur le site. Donc, je pense que ça, c'est une première étape qu'il faut que j'aille cranter. Et après, effectivement, bah, l'idéal, ça serait même d'avoir des gens à plein temps qui travaillent sur le projet avec moi pour aller produire d'autres choses. Vous parliez tout à l'heure de ce sujet de chaîne YouTube, etc. Bah, typiquement, ça pourrait se faire soit en recrutant quelqu'un, soit d'ailleurs dans un cadre il peut y avoir des fusions aussi avec d'autres créateurs de contenu. L'histoire, elle peut s'écrire de plein de manières différentes, mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est de donner encore plus d'ampleur à Vertige Media. Le projet là, c'est cool, il y a plein de gens qui me disent je pensais que ça faisait plus d'1 an Vertige Media, etc. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que la fin de l'année prochaine, les gens ils se disent ouais, Vertige Media, ça existe depuis toujours. Évidemment, Vertige Media, c'est le média. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup le modèle économique de Vertige ? Quelles sont les principales recettes, principales dépenses ? Expliquer un peu justement les types de contrats que tu signes pour qu'on comprenne un peu justement l'envers du décor de ce côté-là. Tu sais, quand tu lances une boîte et que c'est la première année, en vrai, tu testes un peu tout, quoi. Au début, j'avais fait comme tous les médias, c'est-à-dire j'avais créé un kit média en disant si vous voulez faire de la bannière, ça coûte tant. Si vous voulez publier un communiqué de presse, ça coûte tant, etc. Bon, le communiqué de presse, je l'ai vite viré parce que je me suis dit, publier un communiqué de presse, quand même, ça ne me dérange pas du tout quand on me donne un sujet, de contacter des gens et d'écrire un article. Par contre, le copier-coller du communiqué de presse, je me disais, franchement, en fait, c'est pas le même style. Il y a trop de choses qui changent, quoi. Ça me va pas, donc ça, je le fais plus. Enfin, je le fais plus. Je l'ai jamais vendu en vrai. Il était sur le communiqué. Il était dans le kit média, mais il a jamais été vendu. Et ensuite, ce qui m'amuse le plus et ce qui semble plaire le plus à mes clients, ce qui me stimule le plus, c'est en fait, en général, je fais une réunion d'1 heure avec une boîte, encore une fois, quelle qu'elle soit. Et mon objectif pendant ce rendez-vous, c'est d'identifier les 2-3 leviers clés sur lesquels en fait ils ont besoin de travailler. Des fois, c'est des leviers qui sont très clairement identifiés par eux, des fois pas du tout. Et donc, du coup, moi, je vais ressortir dans cet échange. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas ce fil à tirer ? Ah bah si, machin. Et suite à ce rendez-vous-là, en fait, je crée une proposition qui est sur mesure. Et là-dedans, ça peut être ultra riche. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir du contenu sur Vertige Media. Il peut y avoir des contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des choses
dans la vraie vie, enfin en tout cas, ça peut être des conférences, ça peut être des choses qui sont organisées dans une salle, qui sont organisées en falaise, enfin peu importe. Un truc qui est vraiment hybride en fait au travers de la marque de Vertige Media et finalement c'est presque un volet de travail d'agence. C'est pas vrai parce que je travaille d'ailleurs avec plein d'agences aujourd'hui et les agences elles proposent justement quelque chose qui est beaucoup plus riche sur les différents canaux sur lesquels elles peuvent proposer quelque chose, mais je pense qu'en fait ce qui intéresse les marques avec qui je travaille c'est justement ce truc là, c'est que du coup je leur propose à la fois le concept, l'idée, mais aussi la visibilité et les différents canaux sous le prisme de Vertige Media, quoi. Ok. Et ça, c'est vachement, en vrai, c'est encore vachement challengé. C'est-à-dire que c'est le business model d'aujourd'hui parce que il s'avère qu'il y a des contrats qui signent là-dessus. J'espère que ça va continuer à être le cas, mais potentiellement, il y aura d'autres idées qui vont naître aussi. Et potentiellement, il y a des clients qui vont me challenger, me faire sortir encore sur des projets qui sont encore différents. Déjà, moi, j'ai une chance extraordinaire hein, parce que commencer à signer des premiers contrats la première année quand tu lances un projet comme celui-ci, c'est ultra rare. Donc déjà, ça c'est cool, il faut profiter dessus, mais il faut être assez au clair aussi sur le fait que c'est des choses qui peuvent carrément évoluer et d'ailleurs qui ont besoin d'évoluer, quoi. C'est super important que moi, je me remette vachement en question là-dessus, que je trouve des nouveaux leviers, etc. Typiquement, moi j'ai toujours travaillé dans des boîtes qui fonctionnaient avec des systèmes d'abonnement. Le modèle de l'abonnement, c'est quand même... Alors, l'abonnement, qu'il soit B2B ou B2C, mais en tout cas, c'est plus sécurisant, quoi. C'est-à-dire que là, moi, à chaque fois que je signe un contrat, je repars de zéro. Ouais. Alors que quand tu as des modèles avec de l'abonnement, etc., c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que tu es dans ton run et il y a des boîtes qui viennent acheter pour quelque chose qui existe déjà, que tu es en train de développer, etc. Donc, on verra. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne pour répondre à ta question. Et en termes de dépenses, c'est quoi tes dépenses principales ? Mes dépenses principales, il y a pas mal de choses qui sont liées au site web. Il peut y avoir un peu de budget boost de temps en temps sur Instagram qui est utilisé. Il y a pas mal de frais de déplacement pour quand je vais aller couvrir des choses ou quand je vais aller interviewer des gens. Il y a pas mal de trucs de logiciels. Moi, j'ai pas mal de petits logiciels, même pour ma compta, pour machin. J'ai assez vite des frais de logiciel qui sont importants. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme frais ? Je vais réfléchir. Enfin, je regarde, j'ai mon petit logiciel. Payer les journalistes avec qui tu travailles. Payer les journalistes, évidemment. Ça, c'est le. Ouais, ça, je l'ai pas dit, mais ça, c'est le frais numéro 1. Alors, aujourd'hui, il n'est pas ultra récurrent, donc c'est difficile de se dire c'est un frais fixe que j'ai, parce qu'il dépend complètement du nombre de contrats que je rentre. Mais évidemment, c'est le numéro 1, c'est ce qui coûte le plus cher. Ce qui est assez logique, hein, c'est aussi ce qui apporte le plus de valeur, quoi. Et tu travailles avec aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément journalistes, mais par exemple photographes ou d'autres activités qui peuvent venir enrichir un article ? Aujourd'hui, j'aimerais bien, c'est pas le cas encore. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des photographes qui me disent « Ah bah tiens, je vais à telle compétition, est-ce que ça t'intéresse que je fasse des photos ?» Et tu vois, souvent, je leur dis, dans l'absolu, oui, mais en fait, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de te rémunérer, donc non. Et en fait, assez vite, il y a des gens qui me disent, moi, je vais en vendre, donc celles que je ne vends pas, si tu veux, tu peux les récupérer. Et puis en échange, moi, tu vas me donner de la visibilité sur ton site. Tu vois, on peut faire des interviews, des choses comme ça. Moi, je ne propose jamais de rémunérer des gens pour la visibilité, mais après, s'il y a des gens qui me le proposent, tu vois, potentiellement, ça peut se faire. Quoi je pensais sur la photo aussi, il y a des photographes qui se lancent dans la photo d'escalade et en fait qui ont besoin d'être adossés à un média pour pouvoir participer à des compétitions. Donc ça, souvent le deal, c'est ça pour quelqu'un qui a besoin au tout début de se faire un peu la main. Je dis vas-y, au nom de Vertige Media. Après, s'il y a des photos que je peux utiliser, j'utiliserai. S'il n'y en a pas, parce que du coup, ça colle pas trop avec c'est pas grave, quoi. En fait, tu auras pu y aller et puis voilà. Donc aujourd'hui, photographe, pas encore. Ouais. Je pense que c'est un métier qui est dur parce que tous les photographes avec qui j'ai échangé, alors évidemment, c'est des passionnés, mais ils ont en escalade en particulier des contraintes qui sont ultra fortes. C'est-à-dire que sur les compétitions et tout, c'est ultra normé. C'est difficile de sortir un peu des sentiers battus pour proposer quelque chose de différent. Et en plus, tes photos, elles t'échappent, quoi. Elle t'échappe tellement vite sur Internet. Et d'ailleurs, je le vois, moi, j'utilise tout le temps les photos de l'IFSC. J'essaie de faire gaffe à
Parce que l'IFSC, du coup, c'est la fédération, ils ont leur photographe officiel qu'eux rémunèrent. Évidemment, du coup, ils mettent à disposition les photos, etc. Mais je le vois hein, sur Internet, sur Instagram et tout. Là, il y a un photographe avec qui je vais souvent grimper le vendredi. Il me disait, je ne sais plus sur quelle compétition, si c'était championnat de France de bloc. C'était lui qui avait fait la photo de Quito. Là, il y a une photo qui a énormément tourné. Personne ne sait que c'est lui, quoi. C'est-à-dire que la photo lui a complètement échappé, quoi. Et il me dit, j'ai un peu couru après les gens au début pour leur dire, pas de problème, mais du coup, si tu peux quand même me citer pour que les gens savent que c'est moi et tout. Mais je pense que ça, c'est difficile, ouais. T'as quand même ce truc, en plus avec les réseaux sociaux, où ça t'échappe complètement, quoi. Quand tu vas sur des événements, du coup, t'as un statut de média. Et c'est quoi, t'as une accréditation, ça se passe comment, en fait? J'ai aucune idée de comment ça marche. En vrai, ça dépend des événements. Il y a des événements qui sont un peu plus chill que d'autres sur ce truc-là. Hein, qui, du coup, tu viens au même titre que n'importe qui et tu participes, quoi. Et après, tu as d'autres événements, et en particulier ceux qui sont organisés par la FFME ou l'UFSC, où en fait, ils te demandent une accréditation presse. Presse, ok. Ouais. Et là, tu vois, pour Chamonix et Briançon, d'abord, tu te fais accréditer, tu fais une lettre... tu remets les différents documents sur ton média, etc. Et du coup, il faut que l'IFSC accepte ton dossier. Et une fois que l'IFSC a accepté ton dossier, tu dois t'inscrire pour les épreuves où tu veux aller. Et du coup, il te valide encore pour ces épreuves-là. Ok. Et tu as un accès privilégié un peu à la compétition Ouais, c'est ça. Du coup, ça te facilite quand même vachement les choses. Souvent, il y a des espaces qui sont dédiés. Et les athlètes savent que c'est aussi vers là qu'il faut se tourner pour avoir des discussions, les interviews, etc. Donc oui, ça te donne... Et puis du coup, tu te retrouves pas... potentiellement, si tu dois faire des vidéos, des photos, etc., ou créer des échanges, tu te retrouves pas dans la fosse en plein au milieu de la foule à Chamonix. Avec 20 000 personnes autour de toi. Ce qui est très cool aussi. Très cool aussi. Très cool aussi pour l'ambiance. Mais du coup, si tu dois sortir ton ordi pour annoncer les résultats, ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, je comprends mieux. Donc on a vu que tu proposais du contenu sur ton site internet et en parallèle donc énormément de posts et de reels sur Instagram. Les réseaux sociaux au final ils sont assez récents et ils ont révolutionné vraiment notre façon de communiquer et ils ont eu un sacré impact sur la presse web. Beaucoup en fait d'informations passent dans un premier temps sur Instagram ou autre. Et ensuite, en fait, les médias web plus traditionnels vont retravailler, laisser divers sujets en approfondissant un peu plus. Selon toi, en fait, quel rôle occupent les réseaux sociaux dans le paysage médiatique aujourd'hui? Comment est-ce que les réseaux sociaux ont impacté la presse, selon toi? Les réseaux sociaux, ils ont le même impact que le McDo sur les restaurants traditionnels. C'est-à-dire que, en fait, malheureusement, on se fait tous happer au quotidien par ces réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'Instagram, ça vient taper dans des mécanismes neurologiques où on est à peu près tous égaux là-dessus. C'est-à-dire que se perdre dans un flux de Reels pendant 1h30, ça nous arrive tous, ça nous arrivera tous encore. Enfin, à moins de désinstaller le truc, c'est difficile de lutter contre. Et donc, du coup, forcément, ce temps d'attention, parce qu'en fait, c'est ça le sujet, hein, c'est la guerre du temps d'attention qui pouvait, en fait, faire vivre des tas de médias, des tas de journaux, etc. Il s'est tourné vers les réseaux sociaux. Donc ça, évidemment, c'est hyper dur. Et tu vois, moi, j'adorerais... investir encore plus, justement, typiquement dans de l'édito avec des articles qui sont creusés, des dossiers, etc. Du coup, pour travailler avec d'autres, avoir travaillé avec d'autres journalistes dans d'autres univers, etc., il y a des gens que j'aimerais bien solliciter en me disant, vas-y, ils pourraient me créer un dossier super creusé sur le truc-là. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas la caisse de résonance pour faire ça. C'est-à-dire que du coup, c'est pour que ce soit lu par 300 personnes, l'investissement financier du truc, c'est pas rentable, quoi. C'est pas intéressant. Ça n'a pas besoin d'être toujours rentable, mais il faut quand même qu'un minimum, ça crée en fait de l'audience, quoi. Et je pense que c'est ça où aujourd'hui c'est compliqué parce que on a tous envie de dire McDo c'est pas bien, on n'a pas envie d'y aller. Sauf que dans les faits, en fait, finalement, il y a quand même 90% des gens qui y vont quand même, quoi, et donc Instagram, c'est la même chose. Et du coup, l'enjeu pour les médias, il est d'arriver à trouver
je pense qu'elles doivent réussir à rester dans cette démarche. Et d'ailleurs, il y en a qui l'ont quitté depuis longtemps, mais où elles vont créer du contenu du coup qui est journalistique, qui est creusé, qui est démontré et du coup qui apporte une valeur qui n'a rien à voir avec ce qui est proposé sur Instagram, tout en arrivant à créer du contenu où en fait elles vont réussir à happer en fait de l'attention et faire connaître leur marque ou faire connaître les thématiques, les sujets sur lesquels ils travaillent, etc. Il y a des médias qui ont décidé de se tourner à 100% sur Instagram, sur YouTube, qui font que du digital et d'ailleurs qui peuvent faire ça très bien et qui peuvent arriver à apporter ce regard-là journalistique et tout ce travail de recherche, etc. Via ces canaux-là. Après, moi, je suis assez convaincu que l'édito, ça crée autre chose. C'est un temps d'attention, c'est un temps de concentration. C'est quelque chose qu'on peut lire et relire, quelque chose qu'on peut... Il y a des passages qu'on peut copier-coller pour se souvenir d'un truc, des trucs qu'on peut envoyer à quelqu'un d'autre. Enfin, je trouve qu'il y a quand même... L'édito n'est pas mort. Et enfin, ce truc de la rédaction, ça doit continuer à exister. Je suis convaincu que ça continuera à exister d'ailleurs. Mais, mais elles ont besoin, ces médias-là ont besoin de s'adapter. Vous aussi, Grimposphère, vous êtes... Le premier truc que vous faites quand vous lancez un nouveau podcast, c'est de le mettre sur Instagram pour prévenir tout le monde. Bien sûr. Ouais. C'est inévitable. Et c'est bien aussi parce que ça peut aussi être une force. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait que du coup, on peut donner de la visibilité et amplifier des sujets, quoi. Et à la fois, il y a des médias comme par exemple Planète Grimpe qui sont de base 100% digitaux et qui sont un peu sortis du digital pour revenir au physique. Par exemple, Planète Grimpe, ils ont sorti un numéro spécial d'un magazine l'année dernière que j'ai chez moi, qui est un super bel objet journalistique, avec des super articles, super photos. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche-là de justement sortir un objet papier? Et de manière générale, qu'est-ce que tu penses de la presse écrite dans l'escalade? Il y a deux sujets. Tu parles du magazine qui a sorti Planète Grimpe, qui est effectivement un ouvrage de qualité. T'en as qui font que ça, qui sortent un format tous les 3-4 mois là, qui s'appelle Climbers aux US, qui est un format qui est magnifique, de grande qualité. En fait, souvent quand c'est du digital et que tu sors du print, tu le fais pas pour l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, tu le fais parce que il y a un truc d'ego, il y a un truc de reconnaissance de la marque, il y a aussi une événementialisation que tu vas créer autour de ça, etc. Donc c'est souvent un levier que tu utilises, parce que du coup c'est ultra dur d'être rentable là-dessus. Et après quand tu fais que du print, en fait aujourd'hui j'ai l'impression, alors je schématise peut-être beaucoup, mais tu as deux options en fait. Soit tu fais un objet de grande qualité avec un super contenu, des super photos, etc. et tu vends ça ultra cher. Et donc, du coup, tu vas vraiment aller chercher un marché de niche, quoi. Ouais. Et ton objectif, c'est de le vendre, pas forcément en beaucoup d'exemplaires, mais en tout cas que ça puisse se rentabiliser de cette manière-là. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas machin. Ce que font les Others, mais les Others, après, ils ont plein d'autres activités. Puis surtout, ils ont plein de... Oui. Je pense que... Après, je me trompe peut-être et... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça m'étonnerait que le magazine Les Others, ça représente 80% du chiffre d'affaires. Je ne pense pas qu'il est là, le chiffre d'affaires. Il y a Recto Verso également. Il y a Recto Verso, c'est aussi une agence de conseil. Oui. Ils travaillent avec Climbing C'est quoi District. Recto Verso? Alors, Recto Verso, c'est... en gros, tu vas dans une petite boîte. Enfin, je ne l'ai jamais acheté. C'est une carte, non? C'est en gros une grosse carte qui référence... plein de chemins de randonnée, de trek ou autre. Tu as accès à une communauté en ligne. Et il y a tout un... ça a l'air de plaire beaucoup. Oui, ça a cartonné. Je ne l'ai jamais encore essayé, mais j'en ai beaucoup entendu parler, ouais. Et après, effectivement, tu as des formats plus, du coup, comme Grimper Magazine, où, du coup, eux, ils sont tiraillés entre produire un contenu de qualité, mais qui ne coûte pas trop cher, mais en même temps avec des contenus qui restent quand même des belles photos, etc. Enfin, là, je vois typiquement le dernier format le dernier magazine de Grimper. Je trouve qu'il a vachement upgradé en photo. C'est Arthur Deliker qui a fait énormément de photos là, du coup, dans la dernière revue. Je pense que c'est toute cette problématique-là pour essayer toujours de trouver l'équilibre entre du coup ce que l'argent en termes d'annonces les annonceurs va rapporter et leur capacité du coup à produire ces formats-là, quoi.
Donc, moi, j'espère que le print va continuer à exister. Dans le cadre de mes précédentes expériences, alors, en l'occurrence, c'était pas du tout moi qui l'avais géré, mais j'avais travaillé un peu sur la commercialisation de ces formats-là papier. On avait lancé des prints dans le cadre de ma précédente boîte, là, mais ça avait été ultra dur. Je me souviens que trouver le bon modèle, puis en plus, il y a des logiques qui sont ultra archaïques là, dans la diffusion de presse encore aujourd'hui, etc. Donc, c'est pas un modèle qui est facile. Forcément, je me suis posé la question pour Vertige Media. J'adorerais lancer un magazine papier. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment est-ce que, je trouverais le temps, et deux, ce serait viable, quoi. Oui. Après, moi, c'est mon point de vue personnel. Je trouve que le format papier, il rajoute quelque chose. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça a du charme. C'est hyper chouette d'avoir... mais c'est palpable, quoi. C'est réel. Palpable, c'est réel. Tu as des très belles images dans ces magazines-là. Je trouve ça quand même assez chouette et agréable pour lire et se renseigner sur ce qui se passe. Ouais. C'est sûr. Ouais, je pense que on aurait beaucoup d'argent sur Vertige Media à dépenser sur des volets de communication, etc. C'est sûr et certain que ça serait un des premiers canaux qu'on voudrait explorer, c'est sûr. Mais il faut juste être OK avec le fait que c'est à ça que ça sert. Ça vient servir l'image avant de servir un potentiel business, quoi. Du coup, on en a déjà un petit peu parlé, surtout au début. Sur ton site, tu as vraiment une catégorie qui s'appelle Société, tu as une partie culture qui est vraiment visible très rapidement sur le site, qui se distingue donc un peu des autres médias traditionnels d'escalade qui sont plus axés sur la performance ou la falaise, les compétitions, etc. Tu traites de sujets de place des femmes, écologie, migration, politique, ce genre de choses. Tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais selon toi, comment l'escalade, ça permet de traiter justement ces sujets-là ? Je pense en fait le sport, en fait, c'est un microcosme de notre société. Et du coup, je trouve d'ailleurs que toutes ces thématiques-là, elles sont presque plus faciles à analyser et à explorer au travers de ce prisme qui est l'escalade parce qu'il est réduit. Moi, si je le fais, c'est aussi en partie pour une raison militante, c'est-à-dire que je suis assez convaincu que en allant aborder ces sujets-là sous le prisme de l'escalade, on va aller toucher une corde sensible en fait chez des personnes et du coup, ça va permettre de faire passer des messages. C'est pas pour rien que je parle de la popularisation de l'escalade et de l'alpinisme juste au moment du second tour des élections. C'est pas pour rien que je sors un micro-trottoir qui est un peu provoque sur est-ce que l'escalade c'est de gauche, oui. Juste avant le début des élections. Ça fait pas mal parler. J'ai lu un peu les commentaires sur sûr. cette vidéo Instagram. Mais c'est exactement l'idée et je pense en tout cas c'est d'aller arriver à accompagner la réflexion des gens au travers de ça. Et je sais pas si je pense par définition j'en fais un axe de différenciation. Mais en réalité, je l'ai pas fait parce que c'était un axe de différenciation pour Vertige Media, je l'ai fait parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on parlait de Bloc Corp tout à l'heure, et de leur Bloc Corp, donc du coup, les frères Georges, que j'ai rencontrés à plusieurs occasions. Un jour, Tommy m'a dit oui, mais toi, Vertige Media, ce que tu fais, c'est politique. Et en fait, et je l'avais pas, à ce moment-là, je l'avais pas encore, je l'avais pas verbalisé. Et en fait, c'est très juste. Oui. En fait, ce que je fais au travers de Vertige Media, c'est souvent politique. Je vais faire passer des messages, je vais porter des combats. Et en fait, je pense que la responsabilité d'un média, elle est aussi là. Et d'ailleurs, de plus en plus sur des médias généralistes, cette ligne-là, elle s'efface de plus en plus. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelque chose qui est de plus en plus lisse. Et je ne vais pas jusqu'à dire que l'IB, c'est la même chose que le Figaro. Hein, je ne pousse pas jusque-là, mais dans les faits, il y a quand même pas mal de journaux qui étaient plus ou moins d'un bord, qui commencent, on ne sait plus trop en fait aujourd'hui. Et je pense que ça c'est important parce que l'escalade est un univers qui est de plus en plus visible, qui attire de plus en plus de personnes. Et en vrai, c'est nous qui allons définir avec les anciens, avec les nouveaux, avec les futurs, ce que sera l'escalade de demain. Donc en fait, on peut décider de se dire... vas-y, on verra bien. Et d'ailleurs, en plus, on ne fait pas ça parce que typiquement, si on ne parle que de la performance, moi, je trouve ça trop bien. On parlait tout à l'heure de Climbing District à Saint-Lazare.
qu'il y ait des gens qui viennent et qui se disent en fait, moi j'ai fait des 5A et des 5B, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'en ai fait 7. La semaine dernière, j'en avais fait 6. Dans 3 semaines, je vais essayer une 5C. Enfin, et qui sont contents là-dedans et qui se disent pas que l'escalade, c'est la performance, quoi. En fait, c'est pas vrai. L'escalade, c'est pas ça. On prend du plaisir, quelles que soient les voies. La personne d'un certain âge dont je parlais tout à l'heure, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis les pieds dans un 7A. Hein. Ça n'empêche pas de venir tous les jours à l'escalade. Et donc je pense que ça, c'est important de faire en sorte qu'on arrive à poser ces bases-là pour le futur aussi de l'escalade et de dire, oui, il y a les JO, oui, il y a les compétitions, et oui, ça fait partie de notre univers. Et c'est intéressant d'en parler. Par contre, il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, quand on parle des compétitions, il y a aussi le handi-escalade. La place des femmes, elle est aussi importante là-dedans. Et c'est aussi notre responsabilité de dire aux fédérations, aux organisateurs de compétitions que non, en fait, on n'est pas OK que la finale féminine, la remise des prix féminine, elle soit pendant la finale masculine. En fait, non, ça, c'est pas OK. En fait, on n'est pas d'accord. Ou que on s'en fout qu'il y ait une étape du handi-escalade pour l'IFSC. Non, on s'en fout pas, en fait. Et du coup, si nous, on n'en parle pas, et si on ne met pas en avant ces sujets-là et qu'on ne fait pas en sorte que les gens s'intéressent à ce sujet-là, mine de rien, on peut laisser glisser vers ces trucs-là. Et c'est tout con, mais quand on parlait tout à l'heure de Sophie Berthe, le débat du t-shirt en salle, etc., même si je sais que ça exaspère certaines personnes, ce sujet-là, qu'on parle de ça, ouais, mais du coup, il y a quand même une partie de la population qui a très clairement dit « je ne suis pas à l'aise avec ce truc-là », qu'il y ait des hommes qui soient torse nu dans la salle. Et du coup, on a quand même le choix de regarder ce truc-là et d'en faire quelque chose ou de ne pas le faire. Et moi, je suis convaincu qu'il faut regarder ce truc-là et faire en sorte que du coup, tout le monde se sente à l'aise. Et d'ailleurs, si on veut que l'escalade devienne, et j'en suis convaincu, va le devenir, un sport qui sera pratiqué de manière plus ou moins régulière par un grand pourcentage de notre population, ça ne passera que par ce type de comportement où on arrive à évoluer aussi avec la société et à apporter ce qu'attendent les nouveaux pratiquants. Ouais, le débat du truc torse nu, en fait, c'est hyper compliqué parce que, par exemple, là, dans la salle à laquelle je travaille, on a décidé d'arrêter d'interdire d'être torse nu. On a dit, OK, on revient en arrière, tout le monde peut être torse nu. Et donc, nous, notre discours, c'est tout le monde peut être torse nu, même les femmes. Sauf qu'aucune femme ne se met torse nu dans une salle d'escalade. Enfin, c'est... ouais. En fait, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, même sur les plages, en fait, c'est qu'une minorité qui se met topless. Alors, dans une salle d'escalade, c'est... en tout cas, personnellement, je me verrais difficilement à l'aise pour grimper torse nu. Alors que, potentiellement, ouais, en fait, je vais avoir des regards hyper gênants, hyper dérangeants, je peux avoir des remarques potentiellement. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça soulève derrière. En fait, c'est la notion d'égalité. Ouais, clairement. Et du coup, le sujet de avec ou sans t-shirt pour les femmes, en réalité, si tu veux, moi, le sujet-là m'intéresse pas plus que ça, même si, dans les faits, je trouve ça génial que tout le monde puisse se sentir libre de le faire. Ça, c'est évident. Grimper en falaise, torse nu, moi j'ai les cheveux longs, avec les cheveux qui flottent dans le dos, c'est très agréable. Je souhaite à tout le monde de vivre cette expérience-là. Ouais. Mais dans les faits, ce qui nous intéresse, c'est surtout que en fait, ces questions-là, elles soient soulevées et qu'il y ait ce type d'échange qui ait lieu. C'est comme le sujet des ouvertures. Il y a quand même une manière de traiter le sujet des ouvertures, c'est de recruter plus de femmes ouvreuses. Et quand on le voit, alors évidemment à l'échelle des salles, mais encore plus à l'échelle des salles, des compétitions. Ouais. C'est évidemment que c'est un sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que le fait de ne pas recruter de femmes a un impact direct là-dessus. Et du coup, ça soulève quand même ce sujet-là. C'est-à-dire, mais du coup, au-delà du fait que telle ou telle femme ne peut pas grimper ce bloc parce que ça a été ouvert par un homme, ça soulève aussi ce truc de mais attendez, pourquoi est-ce qu'on recrute que des hommes ouverts et d'ailleurs, des Américains là-dessus qui sont assez intéressants, qui ont fait des stats et tout, qui disent en fait, c'est pas lié à un manque d'ouvreuses, c'est pas lié à un manque de compétences. C'est un choix qui est assumé. Et du coup, je trouve que aller creuser sur tous ces sujets-là, même si, encore une fois, je sais que ça agace énormément de personnes et je reçois des fois des mails ou des coups de téléphone de gens qui ne sont pas toujours agréables à entendre, mais je suis convaincu que
aller soulever ces sujets-là, c'est ce qui fera que l'escalade demain va pouvoir prendre toute sa puissance et va bénéficier au plus grand nombre, quoi. Ouais. L'escalade pour tous, pour reciter la FSGT. Surtout que c'est un sport qui est assez paritaire. Enfin, il y a beaucoup de femmes, surtout dans les nouveaux pratiquants, il me semble, qui... Ouais. Enfin, on n'est pas sur 50-50, mais pas très loin. Ouais. Et au final, effectivement, sur les ouvreuses, les dirigeants de salles, les gens dans les médias, les gens qui organisent des compétitions, etc., on n'est pas sur cette parité-là. Et nous, on veut plus. Comme dans notre société, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le reflet de notre société. Ouais. C'est pour ça qu'on peut se servir de ce canal-là aussi pour aller influer plus globalement dans la société. D'ailleurs, alors tu nous en as parlé, nous, la semaine dernière. Tu as fait le choix de poster ou mettre en avant des photos de femmes dès que c'était possible, au lieu de mettre systématiquement une photo d'un homme. Est-ce que tu voudrais un peu revenir sur ce choix-là ? Ouais. En fait, l'enjeu il était de dire, comme les femmes sont moins visibles dans l'univers de l'escalade, enfin du sport globalement, il y a deux choses que je fais sur Vertimedia, c'est quand je dois choisir des illustrations, des photos, etc., si le fait que ce soit un homme ou une femme n'a aucun impact, du coup évidemment si c'est une interview d'un homme ou un article sur un homme en question, du coup je vais mettre une photo de lui, hein. Mais du coup si jamais c'est juste une illustration qui n'a rien à voir avec, qui n'a pas besoin d'être qui a pas besoin d'être spécifiquement un homme, du coup ça va être une femme qui va être mise en œuvre. Si vous regardez là sur le site en ce moment, il y a le programme pour Chamonix, pour Briançon, etc. Du coup, c'est une athlète qu'on voit. Parce qu'en fait, ça pourrait être un athlète, une athlète, ça ne change rien. Du coup, on va mettre une athlète. Du coup, si ça ne change rien, on peut mettre une femme. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à aller équilibrer, du coup, et pareil sur les sujets des articles, parce que ça va au-delà, du coup, des photos. C'est aussi de dire, du coup, quand on doit prioriser, on va plutôt prioriser de mettre en avant des sujets qui sont liés à des sujets de femmes. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi avec les journalistes avec lesquels je travaille. C'est-à-dire que, du coup, si à un moment donné, je vais travailler sur... rechercher des journalistes, à choisir dans ceux qui vont me contacter, le regard d'une femme va m'intéresser plus parce que du coup moi j'ai déjà le regard de l'homme, donc comment est-ce que je peux apporter au lectorat quelque chose d'autre. Et pareil pour les résultats des compétitions, de manière systématique, c'est d'abord les résultats des femmes qui est affiché et ensuite le résultat des hommes. Oui. Très bonne initiative. Oui, merci beaucoup. T'en as un peu parlé aussi tout à l'heure, mais du coup, toi, tu as un regard un peu peut-être différent sur le monde de l'escalade parce que ça fait moins longtemps que tu es dedans et aussi parce que tu es un entrepreneur. Tu as travaillé pendant nombreuses années en entreprise, tu as eu des postes assez élevés, etc. Quel regard, du coup, tu portes sur l'industrie un peu de l'escalade en France et à l'international ? Comment tu penses que ça va évoluer ? Et quelle vision tu as en tant qu'encore un petit peu néo-grimpeur ? Je pense que l'industrie de l'escalade, elle est à ses tout débuts. C'est-à-dire que même les acteurs que beaucoup pensent être des gros acteurs, en fait, ne le sont pas, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un milieu de TPE et de PME principalement, quoi. Et même PME, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est quand même c'est un tissu d'énormément de TPE. Et moi, je trouve que ce marché-là, il est génial parce que c'est quand même... Franchement, c'est quasiment toujours des passionnés. Les gens qui travaillent dans ces entreprises ou d'ailleurs qui lancent des salles, qui lancent des marques, qui lancent des produits, etc., ils ne le font jamais avec un prisme d'abord business. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué dans des sphères de start-up où la thématique finale, elle importe assez peu, quoi. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'abord, et ce qui intéresse tout le monde, c'est de savoir le potentiel business que tu crées. Il y avait quelqu'un avec qui j'avais échangé comme ça qui faisait des microcrédits. C'était des microcrédits, alors je ne sais plus dans quel pays, mais c'est un truc qui cartonnait. En gros, il prêtait de l'argent. C'était une appli qui permettait de prêter de l'argent, mais genre 5, 10, 20 euros, quoi. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Et il dit, parce que les taux sont extraordinaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout. Ce regard-là, en fait, je trouve, dans l'escalade. C'est-à-dire que c'est d'abord des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et par l'univers de l'escalade et qui se disent, non, mais du coup, non, on va reconditionner les prises parce qu'en fait, on pense que
c'est important en termes d'écologie, ça a vachement d'impact, ou on va faire des prises de fou parce que ça va être trop stylé, on va pouvoir faire ceci, on va pouvoir faire cela, ou je vais lancer une salle parce que du coup, je veux offrir, dans ma région, il n'y en a pas, on aimerait bien, il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir en faire, etc. Tu regardes même sur les plus grosses marques, hein, tu vois, Black Diamond, l'histoire de Black Diamond, c'est quand même à la base une boîte qui a été lancée par, donc qui s'appelait Chouinard Equipment, qui a été lancée par Yvonne Chouinard de Patagonia. Bon, l'histoire, elle a été un peu compliquée. Il y a eu un procès sur une histoire de Baudard, machin, qui a craqué, je sais pas quoi. Enfin bon, la boîte va couler, c'est les salariés de Black Diamond qui rachètent Black Diamond. Tu regardes l'histoire de La Sportiva, c'est quand même à la base des artisans au pied des Dolomites qui fabriquent à la main des chaussons, quoi. Même si aujourd'hui ça a grossi, ça reste une PME. Enfin, on est quand même très loin de la multinationale ou tout court de la grosse boîte, quoi. Et donc moi je trouve ça vraiment cool et assez stimulant en fait de se retrouver avec ces gens-là. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que du coup, dès que tu rentres dans des échanges qui sont potentiellement business, enfin, tu mets du temps à arriver aux échanges business. C'est-à-dire qu'en fait, assez vite, tu es happé par ces échanges, par cette passion, etc. Et que du coup, tu vois, par exemple, pour avoir travaillé avec le marché américain sur d'autres sujets, un rendez-vous business, ça dure 30 minutes. À la fin, c'est go, no go. C'est efficace, quoi. Quand je fais des rendez-vous dans l'escalade, ça peut durer 2h30. Et on n'a jamais parlé du sujet, quoi. On a parlé de tout, sauf des trucs pour lesquels on s'était vu, quoi. Parce que, effectivement, il y a tout ça. Et je pense que c'est une question de maturité de marché, et je pense que ce truc-là va évoluer. Et je pense qu'on va aussi avoir plus de gens, des entrepreneurs, plus de gens qui sont business, etc., qui vont venir. Je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais je pense que le marché, il a fondamentalement besoin de ça pour que ça puisse fonctionner. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, pour échanger avec plein de créateurs de contenu, ou même d'ailleurs des gens qui sont des attachés de presse en individuel, etc., pour cet univers-là. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui, parce que c'est l'escalade, parce que c'est leur passion, parce qu'ils viennent de cet univers, parce qu'ils connaissent tout le monde, qui sont OK pour facturer rien du tout et vivre pas bien, tu vois. Et ça, c'est pas OK, tu vois. Enfin, en fait, l'escalade va évoluer aussi parce qu'en fait, on a des acteurs qui économiquement sont solides, qui viennent influer en fait dans cet univers-là, quoi. Oui, je suis d'accord. Oui. Moi, j'ai un peu les deux vu que j'ai fait une école de commerce et je grimpe depuis toujours. Et depuis toujours, je dis que les grimpeurs, on est des gros planeurs et qu'on ne sait pas gérer une entreprise et que comme tout le monde est un peu comme ça, et c'est OK, que ça, c'est gratuit, ça, on te paye en chaussons d'escalade, ça, enfin... Et je pense que c'est en train de changer, Ouais, c'est en train de changer. Tu as des athlètes qui aujourd'hui disent non, en fait, faire la promo de ta marque pour 2-3 chaussons, même 4 tu veux, par an, c'est pas OK, quoi. Et je pense que c'est important. En fait, sinon, on va perdre ce truc-là. On va plus avoir d'athlètes de qualité parce que, d'ailleurs, on le voit, hein, Stagia, elle avait fait une super interview sur ce sujet où elle disait, mais je ne sais plus combien, pour une Coupe du Monde, tu gagnais 2 000 € ou entre 1 500 et 2 000 €. Elle dit, mais du coup, il faut que je gagne combien de Coupes du Monde pour pouvoir vivre? En fait, ça marche comment votre affaire? Surtout gagner une Coupe du Monde, il y a du boulot. Bien sûr. Et du coup, on a besoin d'avoir des athlètes qui puissent... Et tu vois, c'est cool. Oriane Berton, ça y est, elle arrive à vivre de l'escalade, etc. Pour l'instant, il y en a une, quoi. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour que ça concerne tous les athlètes? Comment on fait pour que des gens qui créent du contenu de qualité puissent continuer à créer et vivre de ce contenu-là? Comment on fait pour que les médias puissent le faire? Comment on fait pour que les salles d'escalade, parce que les salles d'escalade, c'est quand même... Tout le monde est convaincu que les salles d'escalade, elles roulent sous l'or. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Hein. Vraiment Spoiler, pas du tout. Non. Ouais. Du coup, toute cette économie-là, elle a besoin aussi justement d'évoluer avec d'autres regards, avec d'autres personnes, avec des gens qui vont apporter d'autres compétences en fait à cet univers-là, quoi. Je suis d'accord. Et justement, la semaine dernière, tu nous parlais que tu avais créé une sorte de collectif de créateurs de contenu. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus aussi? C'est quoi ta volonté derrière ça? En quoi ça consiste? L'idée, elle est venue assez tôt, au tout début de Vertige Média. Donc, je commençais à identifier les différents acteurs du marché qui créent du contenu, quoi que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur des podcasts, enfin peu importe. Et en échangeant avec Miguel de Caillou TV,
on s'est dit, bah tiens, en fait, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on se réunisse autour d'un collectif pour pouvoir échanger régulièrement ensemble, avec pour objectif premier qui est déjà de se connaître et ensuite s'échanger à la fois des bons plans, à la fois comment, tu vois, potentiellement assez vite on va acheter des licences sur un logiciel, un machin, du coup potentiellement en fait on peut s'arranger pour le commander ensemble pour payer moins cher. Quand on va à droite à gauche, du coup je parlais des frères Georges là. Les frères Georges souvent quand ils viennent à Paris ils dorment ici parce que du coup ça leur évite d'avoir des frais d'hôtel supplémentaires. Comment est-ce qu'on peut aussi potentiellement répondre à des problématiques de marque et d'entreprise ensemble? C'est-à-dire que du coup, quand t'es une marque et tu as envie de déployer un concept en France, du coup, le fait d'avoir ce type de créateur de contenu, c'est ultra pertinent parce que plutôt que de contacter tout le monde les uns après les autres, du coup, tu vas avoir accès à tout le monde d'un coup. L'idée, elle était là. Après, dans les faits, si je suis complètement honnête, aujourd'hui, on ne fait pas énormément de choses. C'est-à-dire que c'est plus qu'on se tient au courant des projets sur lesquels les uns et les autres y travaillent. C'est plus qu'on se donne des rendez-vous pour se retrouver. Quand moi je vais dans telle ville, là tout à l'heure, du coup demain je pars à Lyon pour aller à Chamonix, du coup je vais retrouver Miguel. Cet été, il y a les frères Georges qui doivent passer à Paris, donc du coup ils viennent ici. L'idée c'est plutôt ça aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'utilise. C'est plus un réseau. Ouais, exactement. Je pense que ça, c'est pareil, ça a besoin de se professionnaliser et je pense qu'on pourra aller plus loin là-dessus. Mais ça, c'est un projet de plus, quoi. Effectivement, c'est un projet de plus. Du coup, ça devrait être du temps en plus à allouer dessus, ce qui, évidemment, est du coup pas évident à dégager en ce moment. Ok. Mais ouais, c'est cool. Je pense qu'il y a besoin de ça, effectivement, dans le milieu. Qui tend à se professionnaliser et ça va dans ce sens-là, quoi. Clairement, ça peut faire du bien à l'escalade. Avant qu'on en vienne aux questions de la fin, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te paraissent importants à aborder, toi en tant que grimpeur ou toi pour Vertige Média? Non, peut-être un sujet. Souvent, les gens ils me demandent comment est-ce qu'ils peuvent soutenir Vertige Média et en vrai, c'est assez simple. Donc, peut-être pour partager juste là-dessus. Moi, j'ai besoin que les gens ils lisent les articles. Oui. Et donc, du coup, après, c'est cool s'ils peuvent les lire. S'ils ne peuvent pas les lire, s'ils peuvent aller sur Instagram, suivre la page, liker les posts, les partager. Mine de rien, en fait, Vertige Média, moi, je suis vraiment à ce moment-là où c'est cool. Il y a une audience et c'est reconnu de plus en plus. Mais ça reste, en fait, un pourcentage qui est encore négligeable par rapport à la masse, en fait, de gens qu'on pourrait aller toucher. Et d'ailleurs, je pense que c'est important, au-delà des gens qui sont juste intéressés aujourd'hui par l'escalade, mais aussi tous les nouveaux arrivants qui pourraient être intéressés par l'escalade. Et donc, du coup, s'abonner à la newsletter, liker les posts et tout ça, ça m'aide beaucoup. Ouais. Justement, par rapport à la lecture des articles, est-ce que le temps passé sur un article a un impact sur toi, ta visibilité ou autre? Le temps de lecture, tu veux dire ? Le temps de lecture, ouais. Oui, ça a des impacts sur le référencement potentiellement. Après, si tu veux, plus un article il est lu, il est ouvert, etc., plus il est partagé, tout ça peut avoir des impacts sur les référencements. Mais oui, si tu passes 10 minutes sur une page d'un article, du coup Google se dit que c'est quand même potentiellement plus intéressant que si tu y as passé 10 secondes. Ok. Très bien, on va passer aux petites questions de la fin. Allez, passons aux questions de la fin. On en a encore un peu parlé avant, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur de Vertige Média ? Devenir le média incontournable, connu par toutes les grimpeuses et les grimpeurs actuels et futurs. Dans un article, tu expliques les points communs entre l'escalade et les mots croisés. Ouais. Est-ce que tu fais des mots croisés comme beaucoup de grimpeurs falaisistes ou non? Effectivement, alors ça c'est un article pour donner un peu de contexte. C'est un article qui parle en fait d'un article du New York Times. Et effectivement, il y a quelqu'un qui a fait tout un travail sur pourquoi est-ce que finalement l'escalade c'est assez proche du sujet des mots croisés. Alors, je ne fais pas de mots croisés. D'ailleurs, je ne fais pas beaucoup de jeux à résolution problèmes complexes. Mais depuis que j'ai des enfants, je passe quand même beaucoup de temps maintenant sur les jeux de société. Et comme en plus ils commencent à grandir,
il me challenge un peu plus. Mais effectivement, c'est un article qui était super intéressant, en fait, qui reprend tout ce concept-là parce qu'aux États-Unis, quand on parle de mots croisés, en fait, on parle plus de... C'est pas très loin du terme de problème comme on va utiliser sur le blog, etc. Donc, le New York Times avait fait un article qui était super intéressant dont je parlais dans cet article-là. Du coup, tu fais pas les mots croisés du magazine Grimpé? Et je fais pas les mots croisés du magazine Grimpé. Ils sont super durs. Mais oui, mais il y a des pièges. Je galère à chaque fois pour les faire. Nous, on est team mots fléchés avec Gabi. On fait des mots fléchés en falaise, à Pantin. Moi, j'en fais toute l'année. Tout le temps. Mais du coup, ceux de Grimpé spécifiquement? Non, on a des trucs vraiment que t'achètes dans les kiosques de journaux de merde. Oui, donc c'est pas un mythe, du coup. C'est vraiment... Ah, c'est pas un mythe. Ouais. Mais on pense qu'il y a eu un moment où tout le monde s'est mis à en faire, il y a peut-être 2 ans. Enfin, tout le monde, Moi, tous les grimpeurs. j'ai vu notre ami Kylian Chabrier en faire. Et je me suis dit, mais vas-y, j'ai envie d'essayer. Et ma grand-mère en faisait, du coup, il y avait ce petit truc de vas-y, pourquoi pas. Moi, c'est Adrien qu'on a eu sur le podcast, avec qui je grimpais en Pantin et qui faisait des mots fléchés. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il fout à faire des mots fléchés? Et maintenant, j'en fais. Ouais, c'est rigolo. Donc, si tu veux être un vrai grimpeur, il faut faire des mots fléchés. On t'en ramènera à l'occasion. C'est noté. On va créer des livres de mots fléchés Vertige Média. Mais c'est trop bien. Moi, je suis hyper J'achète. Franchement, moi, j'achète aussi. Je suis sûre que ça plairait à plein de gens. C'est un vrai projet. Encore un projet en plus. Une nouvelle idée. Dans quel endroit t'aimerais trop grimper? Genre en falaise plutôt ou en bloc extérieur? Ça sera plutôt falaise. Franchement, toujours à choisir. Quand je dois choisir entre falaise et bloc, c'est toujours falaise qui gagne pour moi. Et moi, je suis breton et je suis jamais allé à Pénir. Pénir, ça me botterait bien. Le côté vraiment gazeux avec l'eau en dessous. Et après, je serais assez chaud pour aller faire des belles grandes voies dans les gorges du Verdon. Ça, c'est un peu le prochain projet. Ouais. Et d'ailleurs, à choisir, je commencerai peut-être par le Verdon et puis Pénir après. Comme ça, quand je serai fatigué de la grande voie, j'irai refaire de la couenne. Mais grande voie, c'est assez excitant. J'en ai fait quelques-unes et c'est vrai que c'est assez satisfaisant. Et gorge du Verdon, c'est un peu mythique, quoi. Il y a quand même... Il y a plein de voies un peu magnifiques à aller faire là-bas, donc ouais, ce serait ça. En tout cas, en France. Prendre l'avion pour aller faire de la voie ou aller faire de l'escalade, c'est pas trop le projet. Tu veux pas prendre le voilier avec Seb? Avec Seb, si Seb me propose... il va quand même falloir négocier un peu avec ma femme, parce que du coup, si je pars 3 mois pour aller monter 2 voies... Ah, c'est pas 3 mois, là. C'est plus un an. Oui. On n'est pas obligé tout de suite d'aller à l'Ecap, hein. Aller en Corse. Aussi. Il y a des belles voies en Corse, déjà, oui. Ouais. Et la question de la fin, c'est qui aimerais-tu entendre dans la grimposphère? Plein de monde. J'espère que du coup, vous aurez l'occasion de tous les voir. Et je pense qu'il y a, j'ai parlé un peu d'elle, mais Sophie Berthe, c'est quelqu'un qui est... on parlait de son frère en plus à l'instant. Sophie, elle est super intéressante sur... en fait, elle a un regard alors, qui plaira pas forcément à tout le monde, hein, parce que du coup, je pense qu'elle fait vraiment partie des militantes assumées et comment... Enfin, du coup, qui rentrent dans le tas, quoi, pour y aller. Et je pense qu'elle a un regard qui est vachement intéressant là-dessus, parce que déjà, ça fait quand même un moment qu'elle gravite dans cet univers-là. Elle fréquente aussi bien des grimpeurs du dimanche que des athlètes avec un certain niveau. Elle a aussi tout un regard qui va de pair avec les sujets de féminisme et sur les sujets d'écologie, etc. Je pense que Sophie, elle peut être assez intéressante. Ça serait quelqu'un que j'aimerais. En tout cas, je prendrais plaisir à l'entendre sur la durée parler de tous ces sujets-là. Pour les personnes qui ne la connaissent pas forcément, je vous invite à regarder son compte Instagram, dans lequel elle prend régulièrement la parole. Elle a fait de nombreux posts sous la forme d'articles également. Merci beaucoup pour ce temps échangé avec toi. Non, merci à vous. On arrive à la fin de cet échange qui était très intéressant. Tu as un très beau parcours et on te souhaite de continuer dans cette voie et que Vertige Média prenne toute l'ampleur qu'il mérite. Pour soutenir Pierre Gaël, n'hésitez surtout pas à le suivre sur Instagram, à liker ses publications, à partager ses articles, à les lire. Ils sont très intéressants. Je trouve qu'ils sortent
de ce qu'on a l'habitude de consommer sur Internet. Voilà. Et pour suivre le podcast, c'est toujours Grimposphère. Ça n'a pas changé depuis 2 mois, bientôt. Ça va faire 2 mois. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et en attendant, on vous souhaite un bon été. On espère que vous êtes en train de bronzer à Chamonix ou à Briançon pendant que nous sommes à Paris. Non, mais on arrive bientôt dans le bientôt à Briançonnais. Briançon. Ouais. À bientôt dans la Grimposphère. Bye. Bye.